Ça me fait pas mal que les gens me disent que je suis gênante. C'est tant pis pour eux, mais moi je me sens suffisamment forte aujourd'hui pour l'assumer et avoir envie de la montrer. T'as des gens qui viennent sonner chez toi le dimanche, crier ton nom à la fenêtre, ça énerve de voir des gens heureux. J'ai fait une dépression à l'âge de 7 ans, enfin je sais ce que c'est d'être en bas, l'anorexie c'est pas non plus un état où t'es au top de la forme, on va pas se cacher hein. Du coup, ok, je t'écoute te plaindre, mais moi j'ose juste pas dire que ça va bien. Complexe d'Oedipe, on est sur un gros complexe d'Oedipe. Ça arrive, ça a pas un nom pour rien. Ah bah, ma vie pue la merde en ce moment, ça n'intéresse personne apparemment. Je peux faire 300 000 ou 10 000. J'ai beaucoup de mal à ce qu'on dise du mal de la personne qui partage ma vie. Quand je vois que d'autres peuvent être adulés et sont pas forcément toujours les meilleures personnes après dans le privé. On ouvre un petit surf shop, on boit de la noix de coco, on a des t-shirts troués qu'on change jamais, on se lave plus et tout. Je peux voir la bague. Oui, oui. Il vit un peu en autarcie à la maison, tu vois, dans son donjon. Non mais vraiment, c'est ma petite princesse. Oui, c'est vrai. Que si on a un enfant. Ah, tu vois, Ça se fait pas ce genre de compromis, calme-toi. Il y a du Non, il n'y a pas compromis. de chantage comme ça là. Et moi, je sais que va arriver le moment de mon chéri. Et dans la tête, je me dis comment ça va se passer parce que je sais ce qu'il va dire. Juju. Oui. Merci beaucoup de m'accueillir ici, par chez merci toi, à par chez vous. toi de m'accueillir sur ton podcast, c'est trop cool. Un grand plaisir de pouvoir se revoir déjà, parce qu'on s'était vu il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est ça. Hein. C'était C'était ça. l'été 2020, je crois. C'est ça, été 2020. Ici, on avait fait 2 vidéos à Toulouse, c'était très cool. Ouais, Et- ouais, ça avait très bien marché, hein, les vidéos. Ouais, c'était bien. Alors moi, j'étais très content, très belle expérience et très bon retour très aussi. chouette, je suis d'accord. Et ça passe vite 2 ans. Hein. Et très Oh là là. vite, ben ouais, Truc de de fou, ouf. parce qu'on est déjà là 2 ans après. C'est fou ça. Écoute, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. J'ai écouté d'autres conversations que tu as eues Ouais. sur ton parcours, notamment comment tu es arrivé sur les réseaux, ta relation avec Thibaut au début quand vous êtes mis ensemble et tout ça. Il me semble que tu as quand même Le sujet a été bien On a bien ratissé le truc, moi j'ai envie On de est dire. bon, du coup, ce podcast est terminé. Voilà, allez les regarder, je vous mets les liens en description. T'imagines. À bientôt. Non, donc du coup, l'idée, ça va être de parler d'un petit peu d'autres choses aujourd'hui, quand même revenir sur certains points qui me touchent plus particulièrement ou que je trouve intéressant d'avoir ton avis éventuellement. Ok. Un petit peu ton parcours, la vie pro, la vie privée, comment est-ce que tu arrives à mélanger un petit peu tout ça au quotidien? Ça m'intéresse et je sais qu'on peut tous se retrouver dans la plupart des problèmes qui traînent dans la tête d'un être humain. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Chacun à son échelle, mais je pense qu'on a tous un peu les mêmes questionnements de vie et les mêmes questions vraiment de fond. Tu sais, les questions très profondes que l'être humain se pose, je pense qu'on se les pose un peu tous. Ouais. Bah, je me réjouis d'avoir ton avis là-dessus. J'aimerais commencer sur quelque chose qui m'intéresse. Tu en as déjà parlé plusieurs fois, notamment aussi même dans la dernière vidéo que tu as sortie à l'heure où on enregistre ce podcast, la vidéo sur la dépression de l'enfant. Ouais. Ce qui m'a frappé un petit peu et la question que j'aurais vis-à-vis de ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune, pour résumer la chose, tu développes facilement des maladies auto-immunes. Exactement. C'est ça. Maladie auto-immune, en fait, pour parler un peu scientifiquement, on va dire, j'ai des antinucléaires qui sont très élevés quand je fais mes prises de sang. Donc, en gros, si tu veux avoir des antinucléaires élevés, des anticentromères, etc., c'est d'avoir des anticorps qui sont dirigés contre tes propres anticorps, contre tes propres cellules. Et donc, en fait, c'est un peu le corps qui s'autodétruit. Et donc, quand tu es porteur d'antinucléaires très élevés, ça se dose avec des prises de sang. Du coup, tu peux développer tout un tas de maladies auto-immunes. Il en existe énormément, des connues, des moins connues. Et en fait, c'est un peu le jeu de la loterie. C'est vraiment en mode toute ta vie, tu peux en déclencher comme tu peux très bien rester stable et t'en déclencheras peut-être une seule, peut-être pas du tout, ou peut-être plein. Et puis, à des degrés différents aussi, tu vas en déclencher où ça va rester vraiment à des degrés très soft de la maladie, pas de traitement et tu vis bien. Et puis, parfois, ça peut se déclencher directement très fort ou bien ça évolue aussi comme toute maladie. Et avec les maladies auto-immunes aussi, il y en a qui ont des traitements, il y en a qui n'ont pas de traitement juste parce qu'on n'en a pas encore trouvé. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que ce que j'ai déclenché, c'est pas des maladies auto-immunes inflammatoires qui sont souvent un peu plus corsées et un peu plus difficiles, par exemple le lupus, etc., qui sont des maladies quand même plus compliquées à gérer au quotidien. Non pas que moi j'ai une sclérodermie, donc non pas que ce soit facile à gérer. J'ai reçu beaucoup de témoignages d'ailleurs depuis que les gens savent que j'ai une sclérodermie de personnes qui en ont dans leur entourage, etc.
et qui du coup voilà savait ce que c'était de vivre avec quelqu'un qui a une sclérodermie ou comment ça peut évoluer, on va dire, cette maladie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à un stade relativement soft. J'ai pas besoin de traitement, j'ai juste besoin d'être surveillée constamment à l'hôpital, voilà, pour être sûre que tout se passe bien. Et quand moi je sens qu'il y a quelque chose, j'hésite pas à consulter. J'ai longtemps été un peu bébête à, tu sais, faire un peu mettre la tête dans le sable. Exactement, genre c'est bon, je vais bien, j'ai rien. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça, en fait, parce que j'ai une maman qui s'inquiète beaucoup. Je pense que c'est une maman, c'est juste normal. T'as une maman. Voilà, j'ai une maman en fait tout court. Et du coup, comme elle s'inquiète beaucoup, en fait, j'ai toujours pensé depuis petite que mon rôle, c'était d'être celle qui tenait la barque un peu. En mode, vu que ma maman s'inquiète, que mon papa, même si je sais qu'il va moins le montrer, je sais que c'est quelqu'un qui peut être vite inquiet à l'intérieur et qui va juste vraiment le garder pour lui. Et du coup, je me disais, faut que moi, en fait, je montre que tout va bien. Et que du coup, si tout va bien, personne n'a de raison de s'inquiéter. Donc, tu vois, toujours voilà, la tête haute, le sourire, on craque pas. Et puis, pourquoi j'irai à l'hôpital, pourquoi j'irai me faire surveiller alors qu'actuellement, je vais bien. Et puis, jusqu'au jour où j'ai rencontré Thibaut et où là, pour le coup, il m'a rencontré à une période où j'allais pas si bien que ça. Et sur certains symptômes de la maladie, où donc là, du coup, pour le coup, j'ai été hospitalisée plusieurs jours. Et en fait, suite à ça, le médecin m'a dit, écoute, plus jamais la tête dans le sable en mode, je viens pas pendant 5 ans et je pense que tout va bien. Voilà, vaut mieux quand même, quand on a ce type de maladie, suivre le truc régulièrement et qu'on nous dise tous les ans que ça va. Mais au moins, le jour où ça s'aggrave un peu, on peut prendre le truc rapidement, quoi. Tu le sais avant qu'il faille vraiment intervenir. C'est Exactement. ça qui est important. Ouais. Ce que je me demandais vis-à-vis de ça, notamment, tu as un vitiligo, oui, qui est une dépigmentation de la peau et ou des poils et des Exactement. cheveux. Et tu as eu ça assez jeune, sauf erreur, hein? Ouais, ça s'est déclenché, 8 ans à peu près. Ouais, 8 ans. Ouais. Tu as aussi été dans une phase d'anorexie, sauf erreur, vers tes 17-20 ans, quelque chose comme ça. La question que je me pose vis-à-vis de ça, parce que me sens concerné par ça, c'est est-ce que tu as l'impression d'avoir développé des complexes liés à ton apparence, des complexes physiques, pendant ta jeunesse, ton adolescence, par rapport aux autres? Est-ce que tu avais l'impression d'être différente physiquement et que ça t'a complexé? Pour le coup, pour le vitiligo, je savais que j'avais une différence, mais ça m'a jamais complexé jusqu'à ce qu'on me fasse des remarques, en fait. Oui, oui, ça. Toujours pareil, on va pas se mentir. Parce que tu es conscient que, oui, effectivement, on va dire que dans la normalité, même si j'aime pas du tout ce mot, un enfant n'a pas de mèche blanche, tu vois. Oui. Tu ne vois pas un enfant avec des cheveux blancs parce que cheveux blancs égale personne âgée, etc. Donc oui, c'est sûr qu'à l'école, il y avait une jeune fille qui avait une mèche blanche comme moi et un garçon. On était 3. C'est vrai, vous étiez 3 quand même. Et ouais, on était 3. Et au collège, on était un collège d'à peu près 700 élèves. Donc mine de rien, 3, tu vois, c'est quand même, pas chouette. Beaucoup. Parce que du coup, 2 filles, un garçon. Donc on se soutenait un peu, tu vois, en mode le jour où on a su que l'autre avait la même chose parce que par des copains, etc. Du coup, tu étais content de pouvoir échanger. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu et comment tu le vis même au quotidien. Mais en fait, moi, c'est presque devenu un complexe plus parce que ma maman a anticipé. C'est ça que toujours pareil, une maman qui s'inquiète. Et puis en fait, très vite, quand elle a vu que moi j'avais développé cette mèche blanche, ce vitiligo et tout, s'est dit on va se moquer d'elle. C'est sûr, on va se moquer d'elle parce qu'elle est différente. Et donc, elle m'a tout de suite emmenée en fait, chez le coiffeur pour faire teindre mes cheveux blancs et qu'ils soient du même brun que le reste de mes cheveux. Et que personne ne le remarque et donc que personne ne me fasse de réflexion. Parce que j'étais revenue peut-être 2-3 fois de l'école en lui disant « Maman, aujourd'hui, on m'a traité de mamie. Aujourd'hui, on m'a fait remarquer ma mèche blanche. » Et en fait, j'ai dû dire ça 2-3 fois, mais moi, même pas forcément triste quand je le disais, c'était plus en mode « Ah t'as vu, on me l'a fait remarquer. » Et en fait, ma maman a pris peur, je pense. Et donc, jusque de mes 8 ans à mon arrivée au lycée, donc 15-16 ans, elle m'a fait teindre mes cheveux. Et en fait, c'est moi, à l'âge de 16 ans à peu près, j'étais en seconde, qui ai dit un jour à ma mère, mais en fait, j'en ai marre. J'ai pas envie de teindre ma mèche blanche. J'aime ma mèche blanche. Ça fait partie de moi, c'est comme ça. C'est mon histoire, c'est mon vécu, ça raconte quelque chose. Et en fait, si les gens ils sont pas capables de comprendre ça, c'est tant pis pour eux. Mais moi, je me sens suffisamment forte aujourd'hui pour l'assumer et avoir envie de la montrer. Et en fait, grand bien m'en fasse, puisque du coup, suite à ça, la majorité des gens étaient, pour la plupart, soit curieux, et c'est jamais dérangeant d'avoir des gens curieux à partir du moment où ils sont respectueux et que c'est pas de la curiosité malsaine ou méchante, en fait, c'est cool de pouvoir raconter son histoire. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de dire aux gens que c'est cool d'être différent, parce que tu as des choses chouettes aussi à raconter, à apporter aux autres. Donc, non pas qu'il faille faire exprès d'avoir des différences, parce que je trouve qu'il y a une petite tendance comme ça un peu en ce moment sur les réseaux. L'effet TikTok. Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, on a la sensation qu'on n'est plus légitime
d'avoir quelque chose à raconter si on n'a pas une histoire. Ou si on n'a pas vraiment quelque chose qui sort vraiment du lot, qui voilà, nous donne un combat à mener un peu, tu vois, quelque part. J'ai l'impression que les gens ont de plus en plus besoin d'avoir des combats à mener. Et évidemment, si vous avez des combats à mener, c'est chouette de les mener. Je pense juste qu'il ne faut pas faire exprès de s'en créer ou exprès de se mettre mal pour avoir des combats à mener dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des soucis graves, etc. et qui aimeraient ne pas avoir parfois à mener ces combats-là. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ça. Mais c'est vrai que non, j'étais contente au final. Donc ce complexe-là, si on peut dire, il vient pas de moi. Je pense qu'il vient plus de l'inquiétude de ma maman. Okay. Et au final, si elle s'était pas inquiétée, peut-être que ça m'aurait jamais tant, tu vois, marqué que ça. Parce que moi, c'est moi-même qui un jour me suis sentie suffisamment forte pour dire, en fait, je trouve ça cool. Et avant que ma maman s'inquiète un peu, c'est vrai que moi, j'étais pas particulièrement, je trouvais pas ça bizarre. Ouais, tu vois. mais c'est beau en quelque sorte. T'as pas vraiment eu un complexe lié aux autres duquel te libérer en quelque sorte parce que tu te sentais peut-être. C'est vraiment un peu du jour au lendemain. À 16 ans, à un moment, tu te sentais normal. Franchement, au début, avant que ma maman ait peur et que même mes proches en général aient un peu peur qu'on se moque de moi, ou avant que j'ai 2-3 remarques, et encore, ces remarques-là, j'avais du tempérament quand j'étais jeune, parce que je me souviens d'un petit copain de classe, un petit copain, alors, dit comme ça non, parce que c'est finalement pas très cool ce qu'il m'avait dit, qui me dit en étant en 5e, en mode, dans un gros blanc, qui me dit « Ouais, avec ta mèche blanche, là, espèce de mamie ou je sais pas quoi », mais tu sais, dans la bouche d'un enfant de 12 ans, c'était méchant, c'était violent. Et moi, je m'étais pris ça en plein silence dans la classe, devant la prof et tout. Et bon, à ce moment-là, tu vois, même si ma mèche blanche n'était pas un complexe, j'étais pas non plus à vouloir la montrer tout le temps. C'était en mode, elle faisait partie de moi, je la mettais pas en avant, je la cachais pas. Donc, c'était la première remarque que je me prenais par rapport à ça devant tout le monde et du coup, toute la classe qui rit. Donc là, tu te dis, ah, donc oui, potentiellement, c'est quelque chose pour lequel on peut rire de moi. Apparemment. Voilà, apparemment, exactement. Et du coup, je me souviens lui avoir répondu de suite en mode, et toi, tu te crois malin à faire des blagues devant toute la classe. Enfin, tu vois, je lui avais répondu du tac au tac. Et en fait, tu sais, c'est le moment un peu gamin où t'as tous les copains quand tu réponds qui font ouh, ils se mettent en cercle autour de vous. J'aurais pas aimé. Et puis du coup, tu sais, c'est tout bête à dire, toujours pareil, hein, mais c'est une petite fille qui répond à un petit garçon, qui fait que le garçon d'un coup il se sent mal parce qu'en fait il y a toute la classe qui se dit putain, elle a du répondant en fait. Il se fait maîtriser par une petite fille. Exactement. Et c'est nul, mais c'est ça. Et en fait, donc ouais, du coup cette mèche blanche là, franchement, pas plus que ça un complexe, je pense. Et en vrai de vrai, ça aurait pu être quelque chose qui moi m'aurait toujours semblé normal. Et après, pour le coup, oui, le rapport à mon corps, au poids, à l'esthétisme de mon corps et tout, oui, là, ça a été un gros complexe qui a été déclenché par ma maman. Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens me disent souvent, mais c'est pas dur pour ta maman quand t'en parles en vidéo et tout. Ma maman... parce que c'est pas la première fois que tu en parles comme ça. Moi, au début, ça a été aussi. dur. Ça a été des grosses conversations un peu au début avec elle. Mais elle l'a compris dans le sens où, comme je lui ai dit, on refera pas l'histoire. Maintenant, c'est fait. On rattrapera pas ces années-là. Tu t'es excusé, on en a discuté, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais on rattrapera pas tout ce qui s'est passé. Et ça fait partie de moi, ça m'a énormément construite, ça fait partie aussi d'elle, ça fait partie de notre histoire à toutes les deux. Et donc en fait, je dis ça sert à rien de le cacher, ça sert à rien, surtout que là, en l'occurrence, c'est un combat que moi j'ai besoin de mener parce que je sais que ça touche énormément de jeunes filles, qu'il y a sûrement beaucoup de mamans aussi qui font pas toujours attention à ce qu'elles disent à leurs petites filles ou à leurs petits garçons ou à leurs enfants. Et du coup, en fait, je pense que c'est mon rôle de montrer que effectivement, moi, ça m'est arrivé, que du coup, ça peut faire un peu de prévention auprès de mamans qui savent pas toujours comment se comporter, quoi dire. Ils veulent protéger leur enfant, exactement. mais on le fait pas toujours bien et en même temps, je vais dire, sait pas comment faire, ça s'apprend pas en fait d'être parent, on apprend sur le tas et on fait comme on peut. Donc ouais, l'idée c'est de pouvoir, comme je disais à ma maman, partager cette histoire pour que des mamans puissent savoir un peu comment réagir, pour que des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes enfants puissent savoir aussi comment réagir. Et voilà, et faire en sorte que de moins en moins de personnes souffrent de troubles du comportement alimentaire parce que ça laisse des grosses séquelles dans le temps. Et ça, j'en parle moi des fois un petit peu sur mes réseaux, mais pas très souvent. Mais je veux dire, moi, les TCA, l'anorexie, j'en ai souffert quand même 2 ans vraiment, donc 18-20 ans. Et puis après, ça reste quand même un processus très long de sortir de l'anorexie dans le sens où les TCA, de façon générale, c'est des vieux démons qui te suivent toute ta vie. Justement, je voulais savoir, ça t'a pris 2 ans à peu près. Justement, moi j'ai eu j'ai pas eu de TCA, tu vois, mais comme tout bon go muscu qui se respectait de 17 à 25 ans, à compter mes macros, à ne pas faire d'écart et à diaboliser certaines choses. C'est un peu orthorexie, voilà, etc. Exactement. Donc, j'ai eu des petites choses comme ça. J'ai réussi un peu à m'en libérer, alors qu'un temps, ça faisait 2 ans que je comptais chacune des calories que je mangeais, 2 ans, et je me suis dit, en fait,
toute ma vie maintenant, je ne verrai plus jamais la nourriture comme autre chose que Que des des chiffres, calories, ouais. que des calories, que le côté fonctionnel, que je trouve très bien. C'est de Ouais. l'essence pour le corps, c'est génial, j'aime beaucoup. Mais est-ce que je perds pas une petite partie de plaisir quelque part? Une grosse partie. Une bonne partie. Et j'ai réussi à changer un petit peu ça. Je fais toujours attention. Ouais. Mais ce que je me demandais, c'est toi aujourd'hui, est-ce que tu sens, en étant sorti, est-ce que ça t'impacte toujours? Est-ce que tu as toujours des pensées? Est-ce que tu dois combattre certaines choses? Tu es obligé, je pense. Franchement, je pense que tu es obligé de toujours combattre certaines choses. Ouais. Parce que pour moi, ça reste quand même c'est des maladies mentales. On le sait, hein, l'être humain est fort, oui, mais l'être humain a ses faiblesses et tu n'es jamais à l'abri dans un moment de faiblesse. De recraquer face à quelque chose qui t'a déjà touché, etc. Donc, moi, je pars du principe que ce serait trop facile de se dire « ça y est, je suis guérie, c'est bon, je lâche la rampe et je fais plus attention ». Ouais. Pour moi, c'est comme ça que tu peux retomber un jour dans des vieux travers. Donc, je préfère rester un peu vigilante et me dire toute ma vie, il faut que ça reste dans un coin de ma tête et il faut que je sache que je dois faire attention. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que oui, parfois, je peux avoir une pensée, mais je vais la chasser. Si j'étais pas vigilante, je me dis, en fait, c'est justement quand t'es pas vigilante, la pensée, elle est là, puis tu sais, elle peut revenir une deuxième fois, une troisième fois. Toi, tu fais pas trop en sorte de la chasser. À un moment donné, elle arrive et elle reste. Et tu arrives à en prendre conscience de cette pensée? Ouais, j'en de prends ce que conscience. Tu aurais des exemples éventuellement du Par type exemple, de situation ou de pensée? Oui, ça peut être, tu vois, moi j'ai eu des gros soucis au niveau du cœur au mois de janvier dernier. Donc j'ai eu quasiment 6 mois d'arrêt de sport. Ouais, oui, c'est vrai. Donc ça a été dur à gérer parce que j'ai passé les 8 premiers jours dans mon canapé à voir la vie défiler et à me dire, mais en fait... Voilà, j'étais au bout, quoi. Je me disais, si je peux pas faire mon sport, je perds la partie vraiment plaisir de ma journée, ce qui m'apporte énormément de choses. Et puis, j'ai eu peur à cette période-là. Je me suis dit, OK, en fait, la vérité est que depuis que je suis sortie de l'anorexie, je n'ai jamais arrêté le sport. Sauf quand je me disais, OK, là, j'ai envie d'arrêter une semaine. Mais une semaine, c'est rien. Oui. Avoir un arrêt de 6 mois, c'est là Ça vraiment m'est jamais que tu arrivé, te mais je ne dis, sais pas ce que voilà. je C'est ne là le que souhaite à personne. c'est là que tu te dis, OK, est-ce que finalement, je suis vraiment guérie? C'est là qu'on va voir si finalement, je suis vraiment passée au-delà de toutes les choses qui m'ont toujours suivie. Parce que tu vois, quelqu'un qui est encore malade, dans ces moments-là, il va se dire, OK, attends, je m'entraîne plus, je mange moins. Parce que je m'entraîne pas autant. Exact. Donc si je m'entraîne pas autant, pourquoi je devrais manger encore autant? Est-ce que vraiment j'ai le droit de faire autant de restaurants? Est-ce que j'ai le droit de manger ce cookie? Est-ce que, tu vois, ça va loin. Je vais prendre du poids. Exactement. Je vais Et me en fait, ramollir. à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas envie de réfléchir comme ça. Mais j'avais peur. J'étais là, mais à tout moment, ça va être plus fort que moi. Et puis, j'y arriverai pas. Et ça va revenir. Et j'en ai un peu pleuré au début parce que même beaucoup, je me suis dit, mais c'est sûr, en fait, je suis pas assez forte. Ça va refaire surface. Et en fait, je me suis surprise à manger autant que quand je m'entraînais, à pas me soucier de est-ce que je faisais 1 ou 3 restaurants dans la semaine, est-ce que je mangeais ou pas des cookies ou goûter parce que j'en avais envie, ou de la glace en dessert parce que je suis une fanat de glace et que j'en ai plein dans le congélateur. Et en fait, une fois que ces 6 mois-là sont passés, je me suis dit, en fait, si, ça y est, genre, je vais bien. C'est sûr, là, je peux dire, je vais vraiment bien. Parce que 6 mois sans sport, ça n'a jamais été aussi long pour moi. Et pourtant, tu vois, niveau alimentation, tout s'est très bien passé. Au niveau du corps, effectivement, c'est pas facile de voir ton corps changer. Mais je me suis pas morfondue sur moi-même. Je sais pas trop si ça se dit, Oui, le je mot crois que ça se morfondue. dit. Je crois que ça se dit, ouais. J'ai pensé en même temps, je me suis dit, comment J'hésitais ça à se le dit? sortir et je me suis dit, on T'as va bien voir fait, comment je ça crois. sort. Je crois que c'est... On nous corrigera si jamais, je crois que c'est bien. Et ouais, en fait, tu vois, les 6 mois sont bien passés. J'étais hyper fière d'avoir réussi à surmonter ça parce que finalement, c'était quand même une épreuve. Tu vois, je pense que pour tout sportif, c'est une épreuve, vraiment. Je me suis pété le bras une fois, 3 mois. Je pouvais faire les jambes et déjà, je me plaignais intérieurement beaucoup, C'est tu ça, vois. hein. Donc, et là, quand c'est le cœur, tu fais plus rien. Donc non, franchement, même mon entraîneur, j'ai un entraîneur de CrossFit perso, m'a dit franchement, Ju, bien, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient vrillé. Et il voyait que je prenais mon mal en patience. Et puis, j'accompagnais Thibaut à la salle. Et puis, quand j'ai commencé à pouvoir refaire des petits trucs, je faisais un petit peu d'abdos par-ci, un peu des élastiques, tu vois. Puis, tu fais 3 petits trucs qui te font bouger, manière de... Je faisais de la marche, tu vois, des trucs comme ça qui m'étaient réautorisés petit à petit. Et oui, après, quand j'ai repris, c'est dur psychologiquement de voir tes perfs qui baissent, de voir que ton physique a quand même bougé, même si tu vois les gens autour de toi, ils te disent « Mais non, franchement, on voit rien !» Toi, ça fait 6 mois, tu le sais, tu le connais, ton corps. Oui, et puis tu n'es jamais complètement objectif non plus. Exactement, tu n'es pas objectif avec toi-même. Donc voilà, mais franchement, pour moi, ça a été vraiment la grosse épreuve où je me suis dit, OK, là, c'est ça passe ou ça casse et c'est là qu'on va voir. Parce que comme je voyais mon corps bouger, c'était OK, est-ce que je vais réussir à assumer le fait de voir mon corps bouger et ça va quand même toujours aussi bien se passer au niveau de l'alimentation, ou est-ce que en fait, voir mon corps bouger, ça va être dur et finalement, du coup, je vais psychoter puis je vais commencer à devenir à nouveau hyper rigide sur mon alimentation, hyper stricte et tout.
Et en fait, pas du tout. Même un autre exemple qui est très intéressant, là je parle vraiment pour les go muscu et tout, je pense que pour tous ceux qui connaissent un peu les travers qu'on peut avoir dans l'alimentation dans ce sport. Un exemple que je donnais à Thibaut, l'autre fois on a fait la crémaillère d'une copine à moi. Et en fait, quand tu fais de la muscu et quand tu as des TCA, je pense que c'est assez lié. Il y a des choses qui sont assez liées quand même. Tu es vachement dans le contrôle, à fond. Et donc, je pense, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, c'est très dur de délaisser son assiette. C'est-à-dire de donner à quelqu'un l'autorisation de te concevoir ce que tu vas manger. Et sans savoir vraiment ce que la personne a mis dedans. Comment elle l'a cuisiné. Exactement. Tout bête, mais est-ce qu'elle achète des produits locaux ou est-ce qu'elle achète des produits en supermarché? Est-ce qu'elle achète des produits de marque ou est-ce qu'elle achète des produits premier prix? Est-ce que ça vient de loin? Est-ce que ça vient de France? Est-ce qu'elle cuisine avec des matières grasses comme ci, comme ça? Est-ce que ça baigne dans l'huile tout le long? Exactement, toutes les questions possibles. Ouais. Et en fait, je disais à Thibaut, tu vois, maintenant, je sais que je suis guérie parce que quand je vais manger chez quelqu'un, je me pose plus cette question. Je suis à table, tu vois, la dernière fois, on était à un repas avec mes copines, on faisait une crémaillère. En fait, je me suis pas posé la question de ce qu'il y avait dans je me suis pas posé la question de ce qu'il y avait dans mon assiette du début à la fin. Et pourtant, mes copines, elles sont pas dans mon délire, elles sont pas dans la muscu, le crossfit, etc. Donc, je sais que, non pas qu'elles cuisinent hyper gras ou quoi que ce soit, mais elles cuisinent de manière classique, en fait, si je puis dire, tu vois. Et sans se soucier de la calorie, en fait. Et, oui, comme la plupart des gens, hein, c'est plutôt bien sûr. Nous qui sommes différents, on va pas se mentir. C'est ça. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça tout bête, mais c'est des petits tests pour les gens qui nous écoutent, c'est des tests pour vraiment voir justement si tu souffres encore d'un TCA quelconque ou si au final, ça y est, t'es passé à autre chose. Ok, ouais, c'est très intéressant. Et je voulais rebondir sur un petit truc que tu as dit avant, parce que justement, tu as dit aussi ta relation avec ta mère et tout ça, que tu pouvais aussi faire un petit peu de prévention par rapport à comment les enfants peuvent réagir vis-à-vis de leurs parents et vice-versa. Mais ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est justement toi qui as manifestement ouvert la discussion avec ta mère à ce propos. Parce que oui, faire une vidéo pour en parler et puis propager la prévention auprès des parents, par exemple, c'est génial. Mais la vraie difficulté là-dedans, selon moi, ça a été de venir dire « Maman, il faut qu'on parle de… » Il faut qu'on parle de quelque chose qu'il faut qu'on parle, en fait. Et ça, aller parler à ses parents, un sujet aussi délicat un petit peu, l'éducation, c'est pas que tu remets en cause comment tes parents t'ont éduqué, mais… Non, mais bon. En fonction de ta relation que tu as avec tes parents, ça peut être très dur à faire. Ouais, tu leur dis potentiellement, à ce moment-là, tu as fait une erreur. Donc, c'est pas facile de dire ça en tant qu'enfant à son parent. Oui, ça va pas être facile à entendre non plus, surtout quand tout ce que tu voulais, c'était le bien de ton enfant, tu vois. Ouais, c'est ça. En vrai, j'ai la chance, moi, d'avoir un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui est très, très protecteur. Et moi, je suis très, très… c'est vraiment, tu vois, la petite sœur très admirative de son grand frère et le grand frère très protecteur de sa petite sœur. On a beaucoup d'années d'écart parce que mes parents n'ont pas été très doués pour enchaîner 2 enfants. Donc, il y a eu pas mal d'essais pour réussir à m'avoir entre… c'est ça, exactement. Ils se sont pas ratés au final. Exactement. Écoute, j'espère. On croise les doigts. Il y en a peut-être qui penseront autre chose dans les commentaires, mais c'est pas grave, j'accepte. Et non, en vrai, du coup, quand moi, je suis tombée dans l'anorexie, ce que j'explique souvent aux gens pour faire rapide, parce que je l'ai beaucoup dit, mais il y a eu une partie au début, c'était vraiment volontaire. C'était moi qui voulais punir ma maman des mots qu'elle avait eu à mon égard concernant mon physique et qui, en gros, était dans ma tête en mode déterminé. C'est là que tu te dis, à 17-18 ans, on peut être un peu bébête, en mode, vu que elle a eu ces mots-là à mon égard, vu qu'elle passe son temps à se soucier de comment je dois manger, comment je dois être physiquement, etc., et en fait, je vais devenir anorexique volontairement, je vais arrêter de manger. Et comme ça, en fait, si je deviens vraiment malade et que je vais vraiment mal, ce sera de sa faute. En gros, je vais la punir. Et donc, ça a commencé comme ça. Mon frère a vite vu le truc s'installer et m'a vite dit, en fait, non, ça va pas être comme ça que ça va se passer parce que moi, je suis pas d'accord. Et donc, il a eu ma mère au téléphone. Ils ont eu de très, 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 très longues discussions. Ma mère s'est un peu reprise, mais c'est quelque chose qui est plus fort qu'elle. Mais plus fort qu'elle au point que la dernière grosse dispute qu'on ait eue date de il y a 4 ans. C'est pour ça que je te dis que pour moi, j'en suis sortie quand j'avais 23 ans. Parce que la dernière grosse dispute qu'on ait eue par rapport à mon corps date de quand j'avais 23 ans et je vivais déjà ici. Et c'était à mes débuts ici. Ça a été très difficile parce que c'était à mes débuts ici. Mon chéri était en tournage. Et en fait, on a eu une très grosse dispute avec ma maman, mon papa qui s'est retrouvé au milieu de nous deux. Et la solution pour que tout aille mieux était que je perde du poids. Et donc, ça a été très compliqué. Donc, ma maman avait encore un rapport il y a 4 ans à mon corps qui était très compliqué. Et en fait,
Aujourd'hui, j'ai réussi à prendre du recul suffisamment pour ne pas lui en vouloir, pardon, dans le sens où je sais que ça vient pas de moi et j'ai suffisamment fait le travail pour comprendre que c'est pas moi le problème et que je veux dire, c'est vraiment quelque chose au fond d'elle qui date, je pense, de sa propre enfance à elle. Mhm. Qu'elle s'est mise dans la tête et où il a fallu qu'elle fasse un travail. Et tu vois, c'est suite à cette dernière grosse dispute qu'elle a accepté de faire ce travail et que depuis aujourd'hui, tout va mieux. D'accord. Ah, Donc ça a ok. été très long parce qu'entre mes 16-17 ans où les remarques se sont installées, qui ont fait qu'au bout d'un moment, les remarques, bah, au début, tu veux être à 17 ans, j'ai voulu avoir une période d'anorexie volontaire. Et puis finalement, bah, à 18 ans qui arrivent, et ces remarques, elles font leur chemin dans ta tête. Mhm. Et ce que je donne comme exemple souvent à Thibaut, un enfant à qui tu vas dire tous les jours, toute la journée, qu'il dessine mal, il va finir par comprendre et Il se va y dire, croire. bah Il finalement va y oui c'est croire. vrai, je dessine mal. Alors que si tu lui dis tout le temps, tu dessines bien, tu dessines bien, tu dessines bien, bah peut-être que ses dessins au début ils sont pas incroyables, mais c'est peut-être ce qui fait que demain le gars c'est Picasso, parce que tu lui as tellement dit qu'il dessinait bien, qu'il va continuer, Il faut trouver le juste jusqu'à milieu. vraiment Mhm. y arriver, tu vois. Mhm. Et en fait, bah le truc c'est que quand tu répètes tout le temps à une jeune femme que elle a trop ceci, trop cela, pas assez ci, pas assez ça, bah à un moment donné, en fait, dans ton inconscient, les mots ils s'installent, tu finis par te regarder dans le miroir et par voir exactement tout ce qu'on t'a toujours dit, alors qu'avant tu le voyais pas. Et donc bah, c'est comme ça que la maladie, là pour le coup, elle s'installe totalement indépendamment de ta volonté. Et en fait, ouais, ça a été très compliqué. Donc pour moi, ça a été pas mal de suivi psychologique. Je suis partie vivre au Canada pour littéralement vraiment me détacher de ma maman Mhm. et me détacher de cette relation qu'on avait qui était très toxique pour moi à cette époque-là, parce que ma mère n'arrivait pas à gérer ce qu'elle ressentait au fond d'elle, etc. Euh, vis-à-vis de l'apparence que devait avoir selon elle une femme, Mhm. sa fille en l'occurrence. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça a été très compliqué pour ma mère que je déménage au Canada. Ça a été beaucoup de disputes entre elle et moi pendant que j'étais là-bas et qu'elle était ici, parce qu'elle avait l'impression que je l'abandonnais, Mhm. qu'elle était une mauvaise maman, que en fait, je partais pour ne plus jamais la voir, etc. Alors que moi, j'avais juste besoin de construire ma vie de femme. Oui, de Euh, pouvoir te créer ta propre identité. Exactement, savoir qui j'étais, ce que je voulais, me détacher de ce qu'on voulait pour moi, en fait, que ce soit en termes de physique, en termes d'études, en termes de tout. Et ça a été une expérience, mais totalement salvatrice. Enfin, je veux dire, moi, c'est vraiment, pour moi, ma vie, elle a pris un second souffle là-bas, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, c'est vrai que quand je suis rentrée, ça allait beaucoup mieux. Parce que ma mère savait que j'étais partie aussi là-bas pour ça, que c'était aussi une séparation vis-à-vis d'elle. Mais pour autant, c'est tellement quelque chose qui était ancré en elle que tant qu'elle n'a pas eu fait ce suivi psy, moi je suis rentrée du Canada à 21 ans, bah, tu vois, jusqu'à mes 23 ans, ça a encore continué. Et Thibaut, par moments, pouvait en être témoin. Et jusqu'à des moments où, du coup, moi, je suis venue vivre ici et j'ai fini par dire à un moment donné, mais si chaque fois que je remonte, on continue à avoir des discussions sur mon corps, je remonterai plus, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas, t'as beau être forte, t'as beau t'être reconstruite, parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu le Canada, tu vois, une reconstruction, tout et tout, mais à un moment donné, ça reste ta maman. Et ça reste ta maman, et ta maman, elle aura toujours un impact que les autres n'auront pas, et quand elle te dira quelque chose, Bien sûr. tu l'entendras quand même différemment que si ça vient de quelqu'un d'autre. Et donc, même si c'est suffisamment fort pour faire abstraction des remarques des autres, les remarques de ton papa, les Ah remarques de oui, ta tu maman, peux aller te reconstruire elles de sont ton côté, différentes. mais Voilà. tu changes. Enfin, les Exactement. parents, c'est C'est les les parents. parents. Tu vas pas les changer. Il faut que, éventuellement, les êtres humains peuvent se changer eux-mêmes, Ouais, comme tu l'as fait aussi, de par ta propre initiative, de manifestement entreapercevoir ce qui pourrait t'aider ou ce qui peut-être était la cause de certaines pensées ou certains mal-être que tu pouvais avoir. Tu es parti un petit peu pour te reconstruire un petit peu à côté, te construire peut-être tout ouais, court. complètement. Et tu es revenu. Et un petit segue comme ça vers un petit peu les parents, mais une situation que moi j'ai connue, et il me semble que toi tu l'as vécu aussi un petit peu, c'est que peut-être c'était quand, un peu après que tu sois rentré du Canada, probablement, tu as fait une licence en biologie, c'est ça? Ouais, une licence en biologie santé, option biochimie. Ouais. Et tu voulais éventuellement partir dans un master, mais YouTube. les réseaux sociaux ont pointé le bout de leur petit nez. Ils m'ont dit coucou. Et tes parents, qui je suppose, comme c'était mon cas pendant mes études, te nourrissaient, te logeaient, et tu as dû discuter avec eux parce que là, justement, tu as voulu prendre les choses en main, tu as voulu vivre par toi-même, c'est-à-dire ne pas suivre le chemin probablement qu'on attendait de toi et que tes parents attendaient de toi, entre autres, et tu t'es dit, tiens, j'aimerais peut-être bien essayer ça. Ouais. Comment ça s'est passé avec eux, la discussion à ce niveau-là? Et plutôt bien. En vrai, c'est vrai que de moi-même, déjà, je m'étais mise à la base vachement de
d'objectif. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'allais jusqu'au doctorat. Tu vois, j'étais passionnée par mes études, vraiment. J'étais passionnée par mes études. Je suis passionnée par le corps humain, par ce qui se passe à l'intérieur et tout. Enfin, j'étais vraiment l'élève modèle, tu vois. À la fac, j'étais au premier rang. Mes potes, c'était au moment des pauses, mais jamais assise à côté de quelqu'un en amphi, tu vois. Toute seule, devant, à lever la main tout le temps, à interagir avec le prof tout le temps. Ce genre d'élève, très bien. Tu vois, genre, dans Il faut avoir leurs notes, généralement, ils ont des bonnes notes. Dans les 5 premiers de la promo, on est 400 élèves. Enfin, j'étais vraiment... Les cours, c'était, je sais pas, ma passion. Alors que j'ai pas toujours été comme ça, hein, mais une fois que tu as trouvé quelque chose qui te plaît, bah, en général, ça suit, tu vois. Et j'adorais ça. Et du coup, dans la tête, je suis en mode, ouais, master, ensuite doctorat et tout. Enfin, je me voyais vraiment poursuivre le cursus. Et le truc, c'est qu'on va pas se cacher qu'aujourd'hui, la bio, mine de rien, c'est quand même un secteur qui est très bouché. Dans le public, il n'y a pas de fonds. Si tu vas pas dans le public, tu vas dans le privé. Mais si tu vas dans le privé, tu acceptes des fois peut-être de bosser pour des trucs que tu n'as pas forcément envie ou qui ne font pas forcément partie de tes valeurs. Ou bien des fois, on va te lancer sur un sujet et puis on va te dire, bon, finalement, ça rapporte pas assez, donc tu abandonnes. Donc, c'est très difficile de trouver sa place un peu dans le milieu de la bio. Et du coup, quand YouTube s'est présenté, j'ai dit à mes parents, bon voilà, je sais qu'à la base, je vous avais dit depuis X temps que je me voyais faire 8 ans d'études, ce qui était un peu le goal dans ma tête personnellement. Et en fait, j'aurais dit, mais voilà, il y a cette opportunité qui se présente là. Je ne peux pas faire les deux, ça c'est sûr et certain. Si je veux que YouTube décolle ou si je veux que mes études se passent bien, c'est l'un ou l'autre. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, donc c'était pas possible de concilier les deux en mode... Surtout que les cours qui m'attendaient, c'était vraiment du 8h, 18h, du lundi au vendredi, avec cours le samedi matin. Voilà, 4 fois des partiels dans l'année et tout. Enfin, à un moment donné, c'est compliqué de tout faire. Ou en tout cas au détriment de ta vie privée. À ce moment-là, j'ai démarré aussi une relation amoureuse avec Thibaut. Donc, tu as aussi envie de voir ce que ça peut donner. Donc, tu n'as pas envie de... La vie pro, c'est bien, les gars, mais le perso, c'est quand même aussi très important pour l'équilibre. Donc, du coup, je me suis dit, bon, papa, maman, est-ce qu'on est OK pour se dire que la future doctorante, elle va peut-être faire une pause et revoir un peu le planning. Elle va peut-être tester un truc en cours de route pour voir. Un truc différent. Sur un malentendu. C'est ça. Et Thibaut m'a donné une très bonne idée que lui-même avait fait à l'époque, de dire à mes parents, en fait, écoutez, laissez-moi 1 an. Et en fait, pendant 1 an, je tente. On voit, je fais des vidéos, je tente les réseaux, on voit s'il y a quelque chose, si les gens adhèrent, s'il y a vraiment quelque chose qui peut se créer derrière, déjà d'un point de vue communauté, ensuite d'un point de vue revenu, parce qu'il faut que ça devienne un métier dont tu peux vivre. Et si dans 1 an, ça n'a pas marché, j'ai un bon dossier scolaire. C'est bon, des gens qui font des césures d'1 an, il y en a plein, pour plein de raisons. Donc, je retournerai sur les bancs de l'école et il n'y a pas de souci, tu vois, je joue le jeu, on fait le truc. Et mes parents m'ont dit, écoute, OK, on y va, on essaye et on voit, on te fait confiance, on sait que tu bosses, donc même si c'est YouTube, on sait que tu iras à fond. Et si ça marche pas, mais si ça marche, Et en fait, tu vois, au bout d'1 an, au bout de quelques mois, ça marchait. Au bout d'1 an, ça marchait très bien. Et du coup, derrière, ma mère, j'ai commencé du coup en 2017. Et ma mère, 3 ans après, en 2020, travaillait pour moi, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est la première à être super contente du fait que j'ai pris cette voie-là, quoi. Ouais. Et c'est trop marrant, en fait, parce que j'avoue, je me doutais bien que tu t'es mise d'accord avec tes parents. Je ne savais pas pour Thibaut non plus. Mais ce que je suis obligé de le relever, c'est que moi, ça a été exactement la même chose. Ouais. J'ai discuté avec mes parents. OK, 10 mois, mon père m'a demandé un business plan. Je lui ai dit, OK, voilà comment est-ce que je pense pouvoir gagner ma vie, éventuellement en faisant des vidéos dans ma chambre. Ouais. J'ai eu 10 mois et je ne me suis pas laissé le choix que de réussir en 10 mois parce que c'était soit ça marche, tout le monde est content, soit ça ne marche pas et puis tu as eu ta chance. Ouais. Tu en as fait ce que tu en as fait, mais moi, j'avais pas envie d'avoir de regrets. Et au final, la plupart des parents peuvent entendre ça. Je pense, si tu leur fais leur bac, si tu leur fais une licence, tu t'arrêtes pas en plein milieu et que tu peux reprendre. Moi, j'avais terminé mon master, donc j'avais un parachute de diplôme, tu vois, ça marchait pas. C'est juste que je leur demandais de me nourrir, de me loger pendant que j'essayais, tu vois. C'est quand même plus pratique de pouvoir s'y mettre à 150% plutôt que de devoir s'y mettre à 50% parce que tu travailles à temps plein à côté. C'est sûr. Mais ouais, c'est pas... Apparemment, bonne. Et tu regrettes pas? Et non, franchement, je regrette pas. Le doctorat pour une autre vie. Écoute, alors voilà, peut-être le doctorat dans ma 7e vie, on ne sait pas. Je ne sais pas à combien de vies j'en suis actuellement, mais je me souviens pas des autres en tout cas. Ouais. Mais ouais, non, je me dis, écoute, ça devait se faire comme ça. Et je pense que s'il y a des parents qui nous écoutent, c'est important. Évidemment, c'est important de protéger ses enfants. Évidemment, il faut les mettre en garde. Mais je pense que quand on en a l'opportunité, c'est chouette aussi de leur donner leur chance. Alors, l'idée, c'est pas de leur
leur dire t'as 10 ans devant toi pour essayer, Bien parce sûr. que c'est pas ça non plus. Non. Mais c'est chouette de pouvoir laisser l'opportunité quand vous avez un enfant qui croit vraiment en quelque chose, bah, de tenter, parce que mon papa dit toujours vaut mieux avoir des remords que des regrets, parce que les regrets, bah, normalement, enfin, tu t'en remets malheureusement jamais, parce que du coup, c'est qu'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire et que tu n'as jamais eu l'occasion. Les remords, bah, au moins tu as essayé, ça n'a pas forcément marché, mais voilà, c'est une expérience. Malheureusement, quand tu peux pas vivre l'expérience, c'est là que c'est plus difficile. Ouais, c'est bien. Et justement, les parents, c'est un bon conseil aux parents, mais c'est aussi les enfants Ouais, qui ayez le peuvent courage. trouver comment il faut présenter les choses correctement. Parce Oui, que bien sûr. certains parents, ils prennent peur facilement, c'est normal. Bien sûr. Il faut être intelligent dans la démarche, Ouais. mais si c'est bien présenté, normalement, on a sa chance. Une fois qu'on a sa chance, c'est tout ce qu'on demande normalement. Hein. Ouais. Parce qu'après, c'est bien beau de rêver et d'avoir sa chance, mais après, il faut bosser. Il faut la saisir. Il faut la saisir Exactement. et c'est pas eux qui vont bosser à ta place. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on a commencé à faire des vidéos en même temps, presque, Bah oui, à toi 2-3 aussi, mois 2017, d'intervalle. c'est ça 2017, c'est ça, Ouais. fin 2017. Et je sais pas si tu te souviens, mais je suis passé dans une de tes vidéos. Bien sûr. Fit4 Chef. Exactement, Fit4 Évidemment, Chef. deuxième épisode, je crois. Exactement, épisode Ouais, 2. je me souviens bien. J'étais même sur la miniature, j'étais trop fier. Ouais. C'était vraiment à l'époque où j'étais à la bibliothèque non-stop avec un de mes meilleurs amis, Elio, Oui. qui fait des vidéos aussi. Et hardcore, on bossait tout le temps sur YouTube et j'étais refait, j'étais hardcore en mode. Bref, c'était un bon souvenir. C'était méga cool, Et je m'en c'est souviens marrant. très très bien. Et Ouais. c'est pour ça qu'il y a 2 ans, quand on a fait une vidéo ensemble, j'étais là, ah putain, d'abord je regardais ces vidéos, ensuite je suis passé dans une vidéo, puis maintenant on fait une vidéo ensemble et Bah c'est ouais, normal. Tu vois, c'est j'étais trop là. bien, c'est l'évolution, Ouais, tu vois, c'est ça qui est cool. Ouais, Ça montre qu'on évolue tous. Et ma question du coup, c'est comment toi tu as perçu ton évolution en ces 5 ans? Parce que moi, par exemple, et c'est le cas de beaucoup de personnes, regarder mes premières vidéos, j'ai du mal, tu vois, parce que je parle bizarre, je suis pas à l'aise et tout. Ouais. Ça a évolué, ça s'est professionnalisé, on a pris en confiance, j'imagine. Ouais. Comment est-ce que toi tu te représentes ces 5 ans de carrière de Ah, c'est une bonne vidéaste? question, on me la pose pas souvent celle-là. Tu vois, Ouais. finalement, c'est bien de faire des interviews régulièrement parce qu'en fait, je suis toujours surprise par les questions. Ah bah, c'est C'est le but. le but, c'est que ça soit intéressant Écoute, pour tout le monde. est-ce que... Je sais que moi, à l'heure actuelle, dans tous les cas, j'aime pas qu'on écoute une vidéo de moi à côté. C'est-à-dire que j'arrive, moi, à m'écouter. Genre, parfois même, il y a des vidéos, par exemple, c'est tout bête, mais la vidéo dépression de l'enfant, une fois que je l'ai eu montée, celle-là, c'est moi qui l'ai montée, j'y tenais parce Ouais. que j'ai un monteur, mais là, j'avais envie de la monter. Une fois qu'elle a été montée, j'ai même bien aimé, je me suis surprise à la réécouter même moi, tu vois, en mode, pourtant c'est du coup moi qui me parle à moi, mais des fois c'est très salvateur. Et ouais, et en fait, tu vois, une fois que je l'ai eu sorti sur YouTube lundi, bah, je me la suis mise dans les oreilles, j'ai dit tiens, j'ai envie de m'écouter raconter cette histoire-là. Et du coup, voilà, mais pour autant, tu vois, quand mes parents mettent mes stories juste à côté de moi, super fort, ou les vidéos YouTube et tout, je suis là, c'est normal. oh, moi, je suis en mode, s'il vous plaît, arrêtez. Ouais. Mais non, comment est-ce que je vois mon évolution? En termes de ton... Je pense que mon ton s'est assagi au fur et à mesure des 5 ans. Parce que j'en avais 22, que j'en ai 27. Donc, Oui. Mine de rien, quand même, il y a Bien une sûr. différence, L'être humain une évolue et différence grandit d'âge, aussi. exactement. J'ai évolué même moi, personnellement. Donc, je sais que les gens sur mes débuts de la chaîne me voyaient vraiment comme la petite Juju, tout le temps hyper excitée. Des fois, limite, on se dit, ouais, tellement qu'elle a l'air un peu naïve ou un peu bébête. Ou bon, c'est facile d'avoir ce genre d'a priori. Je sais que en fait, la Juju qu'on voit plus maintenant posée dans les vidéos, c'était une Juju qui existait déjà, mais que je mettais pas forcément en avant sur mes réseaux. Tu vois, j'avais plus tendance Pourquoi ? à facilement aller dans la Juju joyeuse, en fait. Celle hyper joyeuse, hyper dynamique, qui peut faire limite un peu gamine, un peu rigolote. Parce que je pense qu'il y avait un côté où c'était celle que je préférais mettre en avant. C'est plus facile que de mettre en avant le côté plus posé, plus calme, qui des fois te renvoie à des sujets aussi plus profonds. Donc, c'est une sorte de protection aussi, quelque part. Exactement Tu vois, ce que parce que j'avais cette demandé, Juju-là ouais. hyper dynamique, c'est moi, c'est une partie de moi. Mais c'est une partie qui, bon, au pire, voilà, on va dire, bon, elle est gênante. Mais ça me fait pas mal que les gens me disent que je suis gênante. C'est un avis comme un autre. Si des gens pensent ça, c'est une chose, tu vois. Par contre, être jugé sur des choses que tu as vraiment vécues, être jugé sur, voilà, comme on dit, des sujets plus profonds, sur une partie de toi qui est plus intime, etc., là, c'est plus difficile. Donc, ça prend plus de temps de mettre en avant cette partie de toi. Et voilà, je pense que ça demande plus de confiance, plus d'années d'expérience pour savoir comment l'amener, pour prendre aussi le recul suffisant pour que si on juge cette partie de toi, t'arrives à... Parce que là, quand tu déballes ta vie, moi je le fais aussi, et justement c'est un peu une forme d'autothérapie. Bien sûr. Comme quand je fais dans mes podcasts, tu Ah, dis, mais ça m'est évidemment. arrivé d'écouter certains de mes épisodes parce qu'en fait je les faisais pour moi aussi, Mais pour que ça évidemment. sorte éventuellement d'une façon ou d'une Mais autre. bien sûr. Et justement, je trouve ça important d'avoir des personnes comme toi qui justement sont capables de faire preuve de cette vulnérabilité
qui se cultive, hein, parce que c'est pas facile. Ouais. Tu fais ta première vidéo devant des inconnus, tu sais que tous tes potes vont la voir, tes parents aussi. Bien sûr. Tu parles de sujets intimes, que ce soit des inconnus, toi ou les autres. Ouais. C'est pas évident de le transmettre comme ça, mais c'est très puissant, je trouve, parce que c'est plus rare. Parce que mettre un masque et puis te cacher derrière un personnage qui est plus dynamique ou quoi, moi aussi, je mettais un masque au début, évidemment, pour que si on attaque le contenu des vidéos, on attaque le contenu, mais on n'attaque pas la personne. Ouais, et la personne, elle est protégée derrière. Ah bah c'est ça. Mais quand tu fais des vidéos comme la dernière que tu as fait, bah là, c'est toi. C'est toi. Là, c'est vraiment toi, vraiment ce que tu as vécu, ton expérience voilà, de petite fille et de comment ça t'a construite. Donc oui, c'est sûr que là, le masque, il tombe. Et ouais, et en même temps, je pense que c'est important parce que ça permet aux gens de voir aussi et de rappeler, ce qui est une chose très importante, qu'il y a des êtres humains derrière les écrans, qu'on n'est pas juste des personnages, voilà, Eric Flag, Juju Fitcat et d'autres. On a un prénom, on a un nom de famille, on a surtout une personnalité, on a des sentiments, on a des émotions, une âme, etc. Et comme tout être humain, on ne vit pas que des choses faciles. Après, tu vois, là, pareil, c'est une conversation que j'ai eue ce matin avec mon papa, et je trouve que le moment est intéressant pour en parler. Je pense que c'est pas parce que tu ne dévoiles pas forcément ces moments un peu plus durs que tu as vécu dans la vie, ou cette part d'intimité qui est un peu plus profonde, etc., comme on disait, que tu n'es pas toi-même ou que tu as un masque. Sûr. Dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, je vis avec quelqu'un, je partage la vie de quelqu'un qui est foncièrement positif, qui est quelqu'un qui est toujours dans le positif, toujours dans on va de l'avant, on ne se laisse pas abattre, on continue d'avancer, même quand il y a des coups durs, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce type de profil, c'est un profil qui énerve dans la société. Ça énerve de voir des gens heureux. Ça énerve de voir des gens qui vont bien et qui n'ont pas envie en fait, de se laisser abattre. Aussi. Tu vois, parce qu'en fait, ça renvoie à une réalité que on a peut-être un mal-être, on a vécu des expériences difficiles, peut-être qu'on a un moment de notre vie où on n'est pas heureux. Et du coup, on aimerait que tout le monde soit dans le même cas que nous. L'être humain, c'est un peu ça. Quand tu n'es pas bien, tu as envie que tout le monde ne soit pas bien. Parce que tu n'as pas envie d'être le seul à ressentir ça. Et du coup, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est épanoui, ça te renvoie à la réalité que toi, tu ne l'es pas. Et tu as des gens à qui ça va mettre un coup de pied aux fesses et qui vont se dire « Attends, c'est le moment que je me réveille ». Et puis tu as ceux qui vont se dire « Pourquoi il est heureux, lui ?» Et en fait, tu vois, c'est très révélateur. On a fait avec Thibaut, on a été au Mexique, on a fait ce qu'on appelle une cérémonie du cacao. C'est quelque chose de très spirituel. Tu commences à aller sur la plage, tu fais des danses un petit peu extatiques et tout, pour remercier, tu vois, le ciel, le sable, la terre, tout ça. Ensuite, tu te places autour d'un feu. T'es avec plein de personnes, en plus nous c'était en anglais, alors là par contre mon niveau d'anglais les gars, waouh, donc raconter mon histoire en anglais c'était chaud. Un challenge en plus. Et en fait tu te retrouves avec des gens que tu connais pas, t'es tous assis en cercle, t'as deux personnes qui co-animent cet événement, et en fait du coup tu as un cacao dans une tasse où en fait tu vas boire une gorgée à chaque fois que quelqu'un raconte son histoire, et une fois que tu as raconté ton histoire, tu poses tes intentions avec des herbes un peu spéciales dans le feu. Et donc, en gros, chacun est là pour raconter un peu son parcours de vie, ce qu'il ressent, pourquoi il est là, pourquoi il avait besoin de faire cette cérémonie, ce qui ne va pas, etc. Et donc, on passe tous un petit peu un par un et tout. On est quand même assez nombreux, tu vois, on est bien une vingtaine. On raconte nos histoires. Tu te rends compte que on a tous des tourments, comme on disait. On se pose un peu tous les mêmes questions, peu importe nos métiers, peu importe nos relations, peu importe nos origines, nos cultures. On a tous un peu les mêmes questions de fond, les mêmes questions existentielles. Et en fait, on est tous là avec nos tracas, nos tourments et tout. Et moi, je sais que va arriver le moment de mon chéri. Et dans la tête, je me dis, comment ça va se passer ? Parce que je sais ce qu'il va dire. Et je sais qu'il va dire, moi, je suis heureux. Et je me dis, attends, on est tous en train de raconter des choses difficiles. On est tous en train de dire potentiellement qu'actuellement, on se pose des questions. Moi, la première, tu vois, je suis quelqu'un... Et c'est pour ça que c'est agréable aussi pour moi. Même si déjà, des gens pourraient se dire, mais attends, ça doit être dur au quotidien. Pour moi, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui est aussi optimiste tout le temps. Parce que sinon, moi toute seule, parfois, même si je suis quelqu'un pourtant d'optimiste pour les autres, pour moi-même, des fois, j'aurais tendance à être plus facilement dans le côté pessimiste. Et d'avoir quelqu'un qui me montre constamment que non, en fait, tu vois, il y a plein de belles choses et que oui, même si on vit des coups durs, on y va, tu vois. En fait, c'est hyper chouette parce que du coup, là, tu vois, quand on était à cet événement-là, ce qui était assez révélateur, c'est que donc du coup, en vient son tour à lui. Et là, avec son petit côté que j'adore, des fois un peu enfantin, j'aime trop, il est trop mignon. C'est pas comme s'il était à côté qu'il nous entendait, les gars. Il nous entend, ça le fait sourire un peu, mais il a déjà entendu cette histoire. En vrai, avec tout son côté hyper spontané, hyper, tu vois, sans filtre comme ça, il dit,
je vous écoute en fait tous depuis tout à l'heure et voilà, il dit ça me fait de la peine parce que je sens bien que vous avez tous des tracas, tous des tourments et je sens que vous vous posez des questions, etc. Et souvent, c'était même pas toujours parce que des gens avaient vécu quelque chose de difficile, mais juste parce qu'ils étaient tourmentés par plein de questionnements de vie, tu vois. Et Thibaut, il dit, c'est vrai que je vais pas vous mentir, il dit, j'espère que vous allez trouver vraiment la paix parce qu'il dit, moi aujourd'hui, j'ai rien à vous dire de particulier. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, mais je me suis donné aussi cette chance-là. Je partage la vie de quelqu'un que j'aime et avec qui ça se passe bien. Ma famille est en bonne santé et mon Dieu merci. Je fais mon sport et je suis passionnée par mon sport et du coup j'ai pas besoin de plus que ça. Et il disait du coup, il dit je vais même pas vous mentir, il dit à la base même les vacances, il dit moi en vrai j'en aurais pas besoin. Il dit moi je reste dans ma salle de sport avec ma chérie et mon travail, mes vidéos, ça me plaît. Il dit là je suis là parce qu'elle a besoin de voyager, qu'elle se pose 10 000 questions. Mais moi en vrai voilà. Et tu vois, il disait ça avec beaucoup de fraîcheur et tout. Et du coup au final, tous les gens autour, ou moi au début je me suis dit, tout le monde va se dire, mais à quel moment il expose un peu, tu sais, son bonheur comme ça. Et en fait... Tout dépend comment c'est présenté, voilà, je pense. Bien sûr. Et tout le monde autour qui commence à dire, mais en fait, t'amènes tellement de fraîcheur. Genre, mais merci en fait. Ça fait du bien d'entendre des gens qui ont juste un discours positif, qui sont pas là toujours à se tracasser de 10 000 questions et qui juste se disent, en fait, oui, il y a des moments durs. Bien sûr que Thibaut, comme beaucoup de gens, il a vécu des moments difficiles aussi, mais juste, hop, il avance, il a ce tempérament-là. Et on ne peut pas lui en vouloir, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir un tempérament de plus devoir accuser le coup et qui arriveront à avancer après. Puis il y a ceux qui avancent directement, qui sont des optimistes dans l'âme, des gens bienveillants dans l'âme et qui, hop, vont de l'avant et qui ont envie d'emmener tout le monde avec eux. Alors, ça ne parle pas toujours à tout le monde, mais lui, il est comme ça. Moi, je sais que ça me fait du bien. J'ai un papa qui est comme ça aussi. Donc, du coup, c'est de la complexe d'Oedipe. On est sur un gros complexe d'Oedipe. Il n'y a pas de mal, ça arrive. Ça n'a pas un nom pour rien, c'est que c'est normal. Vraiment. Non, mais tu vois, du coup, je le retrouve beaucoup là-dedans. Ouais. Parce que voilà, il est comme ça. Et en fait, le fait est de constater que tout le monde autour de cette cérémonie du cacao était en mode « mais merci de nous avoir apporté autant de fraîcheur, ça fait du bien. Juste, ça fait du bien. » Et là, je me suis dit « mais ouais, c'est vrai en fait. » Et tu vois, moi, j'ai mon papa qui est comme ça. Et mon papa me disait qu'il avait très souvent eu affaire dans la vie de tous les jours à des gens qui... lui renvoyait en fait son optimisme à la figure. En mode, mais toi là, t'es toujours avec le sourire, t'es toujours à être gentil avec tout le monde, toujours bienveillant, toujours ça va. Non, mais en fait, comme tout le monde, il a vécu des moments super durs, vraiment difficiles, parce qu'on a eu des moments compliqués du côté de sa famille. Et pour autant, en fait, c'est juste que c'est son tempérament. Et du coup, tu vois, je trouve ça dommage, en fait, aujourd'hui. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien me livrer sur des expériences de vie parce que c'est mon choix, que je me sens à l'aise avec ça et que je me dis si des gens arrivent à s'y référer, c'est chouette. Mais je trouve ça chouette aussi d'avoir des gens qui ont juste envie de montrer le positif et de pas forcément se livrer sur des choses difficiles qu'ils ont vécues parce qu'ils ont envie de juste continuer à montrer qu'on va de l'avant, qu'on donne du bonheur aux gens et puis il faut de tout en fait pour faire un monde et pour que ça s'équilibre et du coup je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on soit un peu, je trouve quand même dans cette société où c'est très mal vu tu vois, je trouve de se sentir bien et de se sentir heureux, épanoui et de le dire. Mais c'est bête parce que moi je n'ose souvent pas le dire en fait parce que moi je suis profondément heureux dans ma vie. Il y a plein de moments dans lesquels je suis très content de le dire, mais parfois je me sens gêné, notamment quand je suis avec des potes qui se plaignent à chaque fois qu'on se voit. Alors il y en a pas beaucoup parce que généralement j'ai le luxe de choisir mon environnement et généralement il ne reste pas très longtemps dans mon environnement. Enfin ça fait plusieurs années maintenant que je choisis ce que je veux et tout, donc j'ai plus trop ce genre de personnes dans mon entourage. Mais c'est vrai que je me sentais mal à l'aise des fois quand je voyais quelqu'un tous les 6 mois et que c'était juste, j'en ai déjà parlé en plus il y a très longtemps, se plaindre de sa vie. Et moi j'étais là, mais du coup, ok, je t'écoute te plaindre, mais moi j'ose juste pas dire que ça va bien. Parce que j'ai peur que ça soit mal interprété. Alors que tu as juste le droit. En fait, j'ai envie de te dire. En plus, je pense on passe notre temps tous à être à la recherche d'aller bien, d'être heureux, d'être épanoui, etc. Donc pourquoi est-ce que quand quelqu'un y arrive, on n'est pas heureux pour cette personne, tu vois ? Je veux dire, c'est quand même l'objectif de la vie d'un humain, de se sentir bien, d'être heureux, d'être épanoui. Et donc, malheureusement, évidemment, c'est triste si, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation, s'il y a des gens qui ne sont pas encore dans cette étape de leur vie, mais c'est tout ce que je leur souhaite. Et le jour où ils y arrivent, mais je leur souhaite de se sentir libre de le dire. Parce qu'en fait, mais à quel moment tu aurais le droit de dire quand ça ne va pas et tu n'aurais pas le droit de dire quand ça va ?
Enfin, en fait, je veux dire, les deux sont tout autant légitimes. Exact. Et on devrait être heureux pour les gens autour de nous qui vont bien, même quand on est dans des moments où ça va pas. C'est pas pour autant qu'on doit pas se réjouir des moments de bonheur des gens qui nous entourent. Et je trouve qu'il y a effectivement, il y a une gêne, un petit complexe qui s'est installé par rapport à ça. Peut-être aussi parce que, effectivement, depuis 2019, les temps sont quand même difficiles, qu'on a vécu beaucoup de choses compliquées, tous en tant qu'êtres humains. Mais voilà, je pense que c'est important d'essayer de se réjouir du bonheur que les gens arrivent à trouver, parce que ça doit aussi servir d'exemple de se dire que si certains ont réussi malgré des épreuves de vie, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et puis ouais, ça montre qu'il y a un peu d'optimisme aussi, parce que sinon, en fait, dans ce cas-là, soyons tous déprimés et puis allons comme ça jusqu'au bout de la vie. Mais c'est dommage, justement, c'est parce qu'il y a des moments de bas qu'il faut montrer qu'il y a des moments de haut et qu'on peut tous y arriver, tu vois. Et pourtant, je dis ça, et comme je dis souvent, j'ai eu 4 suivis psy dans ma vie, j'ai que 27 ans, j'ai fait une dépression à l'âge de 7 ans, enfin, donc voilà, je sais ce que c'est d'être en bas. L'anorexie, c'est pas non plus un état où t'es au top de la forme, on va pas se cacher, hein, plus dans un état dépressif qu'autre chose, mais voilà, c'est parce qu'à ces moments-là que c'est chouette aussi de pouvoir dire je vais bien, je suis heureux à l'instant T, là, aujourd'hui, tout est aligné, tu vois. Et je souhaite à chaque personne d'arriver à ce moment-là et d'être OK pour pouvoir le dire à leurs proches et même de le dire à tout le monde. Et pour revenir sur ce que tu disais avant, de différentes façons de partager un peu certains messages, de montrer différentes facettes du positif, du moins positif, et de différentes façons de partager les choses, ce que je trouve intéressant là-dedans, et là où tout le monde se regroupe, j'ai l'impression, c'est à partir du moment, notamment peut-être quand tu partages des choses à tout le monde, que tu es en paix avec toi-même et avec comment tu crées les choses et comment tu partages ces messages. Et c'est à ce moment-là, j'ai l'impression que tu peux réellement, entre guillemets, faire abstraction, par exemple, des gens qui viendront t'attaquer gratuitement. Pour rebondir sur ce que tu disais, je suis entièrement d'accord avec ta façon d'avoir présenté la chose, que parfois, quand tu montres que quelque chose va bien et que tu te prends du caca en face, c'est que en fait, tu as posé un miroir devant l'autre personne qui, malheureusement, a vu que en fait, c'était pas le cas pour elle. Et moi, quand je vois typiquement des commentaires négatifs sous les vidéos, des commentaires purement gratuits, ces personnes, j'ai l'impression, se parlent à elles-mêmes. Quand elles te critiquent gratuitement sous une vidéo, c'est pas c'est pas ta vie ou ta façon de présenter les choses qu'elles ont l'air de profondément être malheureuses envers. Je me dis, en fait, parce que pour moi, c'est invraisemblable d'aller jeter de la merde sur quelqu'un sous une vidéo anonymement, gratuitement, prendre ton temps et ton énergie pour faire ça. Tu peux pas faire ça et être heureux avec toi-même à ce moment-là. Mais il y a une phrase qui dit, tu sais, je sais pas si c'est une phrase qui dit, mais en tout cas, c'est quelque chose que je dis souvent et on en parle beaucoup avec Thibaut, que tu es toujours libre on va dire, libre de ce que tu dis, tu es libre de tes paroles, tu es libre de tes actes, de ta façon de te comporter, mais tu n'es pas libre de comment la personne en face va le recevoir, va l'interpréter, va l'entendre et du coup va réagir suite à ça. Donc en fait, la façon dont tu vas t'exprimer et la façon dont tu vas te comporter, toi tu sais comment est-ce que tu le renvoies et comment est-ce que tu veux que ce soit perçu, mais la personne en face va bien décider en fonction, elle, de son état du moment, de comment elle a envie de le recevoir et de l'interpréter. Et tu vois, pour te donner l'exemple, mon papa, je te disais tout à l'heure, qui a déjà été en face de personnes qui lui renvoyaient un peu son optimisme à la figure, me disait notamment une personne qui l'a rencontré à une période de sa vie où cette personne-là n'allait pas bien. Elle lui a remis ça dans la figure en mode, en gros, tu vois, c'est horrible, c'est chiant, t'as l'air d'être une fausse personne, de jouer un personnage et tout, alors que mon papa, les gars, meilleur personne sur cette terre. Voilà, je suis pas objective, mais c'est mon papa. Et il l'a revu plusieurs mois plus tard dans un contexte où elle allait bien. C'était plus du tout le même discours. Donc tu vois, c'est vraiment ça aussi. C'est ce côté où en fait, tu es toujours libre de toi ce que tu dis et de toi ce que tu montres, mais tu ne seras jamais libre en fonction de qui tu le dis, comment la personne va l'interpréter. Ouais, tu peux éventuellement, en fonction de à qui tu t'adresses, moi j'aime penser que tu as une certaine responsabilité, évidemment, quand tu t'adresses à ton pote, tu peux lui présenter la même chose de différentes façons parce que tu sais qu'il va peut-être mieux le percevoir d'une façon ou d'une autre. Quand tu t'adresses à beaucoup de gens, évidemment, tu n'as pas la responsabilité de comment ils vont le recevoir. L'état du moment émotionnel de centaines de milliers de personnes. Et dans la même veine que tu le dis, tu n'es pas responsable de comment ils vont le recevoir. Chacun, nous, en tant qu'être humain, quand on entend des messages, peu importe leur portée et à qui ils étaient destinés, nous sommes responsables de comment est-ce qu'on va interpréter cette information et réagir face à ça. Est-ce que ça va être un stress négatif, positif? Est-ce que
comment est-ce qu'on va réagir face à ça? Donc, on a mais bien sûr, toujours la on est responsable responsabilité. de nos propres comportements et de nos propres sentiments. Si on les perçoit d'une façon ou d'une autre, c'est parce que nous, on a décidé de le percevoir comme ça. Pas parce que la personne en face a voulu que ce soit directement perçu comme ça. C'est nous qui, après, faisons le chemin à l'intérieur pour dire « bah non, ça c'était négatif » ou « ah bah non, ça en fait, ok, ça peut me montrer justement que, bah voilà, je sais pas, il faut aller de l'avant ou faut… » Donc oui, c'est très personnel. On a chacun notre façon d'interpréter et c'est à nous de choisir, bah, comme dit toujours mon papa, est-ce que tu as envie de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Bah voilà, est-ce que tu as envie d'interpréter les choses de façon positive ou négative? Ouais, c'est très intéressant comme discussion. Ça Ouais. me plaît bien, ce genre de discussion. Alors, pour le côté un tout petit peu plus professionnel, on va rester un peu dans la psychologie et tout ça, mais il y a un petit truc qui m'intéresse parce que, en tant que partager avec d'autres créateurs, ça m'intéresse. On a vite vu, là, ça fait 5 ans que tu fais des vidéos, ça évolue. Je suppose que tu es satisfaite de comment est-ce que tu déplaces tout cela. Quelque chose qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi, tu navigues un petit peu, tu sais, une des pires peurs d'un créateur de contenu ou d'un youtubeur, je suppose, c'est peut-être le lent déclin dans l'oubli et l'indifférence générale. Ça, c'est peut-être notre peur la plus profonde. Le lent déclin Bah oui, dans parce que si l'indifférence du jour au lendemain, générale. tu te fais cancel, Oui. c'est pas drôle. Mais si c'est vraiment tout le monde s'en bat les couilles de plus en plus progressivement, je pense que ça fait encore plus mal. Tu vois. Ouais, oui, surtout que le côté cancel en général dure pas longtemps parce qu'après on cancelle et quelqu'un puis ça d'autre et du dépend coup d'où ça machin. vient, évidemment. Bon Si tu voilà, l'as, et entre ça guillemets, dépend toujours d'où ça mérité. vient. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur? Comment est-ce que toi, tu te positionnes face à ça au quotidien? Comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir là-dedans? Est-ce que tu es sereine? Parce qu'il y a certains créateurs que je connais, plus ou moins, certains, peu importe la perception qu'on peut avoir de leur succès en tant que personne extérieure, il y en a qui sont paniqués que tout s'effondre en 2 semaines et il y en a, ils sont là, chillos. Écoute, Moi, je surfe la vague. J'irais peut-être un entre-deux, c'est-à-dire que je te mentirais vraiment si je te disais je suis totalement sereine du lendemain, c'est pas vrai. Te dire que je suis hyper paniquée non plus, parce que si je l'étais, tu vois, je serais en surproduction de contenu tout le temps, je produirais du contenu tous les jours, partout, machin. Là-dessus, j'ai quand même assez de recul, tu vois. Mais je pense quand même que, oui, comme beaucoup de créateurs de contenu, c'est quelque chose c'est pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais bon, c'est quelque chose qui est quand même là, dont tu as conscience, qui peut te stresser. Moi, il faut savoir quand même que j'ai créé Instagram en grande partie au départ parce que je voulais sortir de l'anorexie. Donc, en fait, moi, je me suis complètement construite avec Instagram. C'est-à-dire que moi, jusqu'à mes 20 ans, je n'avais pas Instagram. À la génération, je parle, où mes copines ont commencé sur Instagram à 15 ans. Tu vois, moi, je fais partie de cette génération où Instagram, c'était à l'âge de nos 15 ans. 14-15 ans. Moi, je suis arrivée sur les réseaux 5-6 ans après tout le monde. Je regardais pas YouTube. Moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Jusqu'à mes 20 ans, pas YouTube, pas Insta, pas rien du tout. J'avais juste Snap pour les copains et Facebook pour parler un peu quand il fallait qu'on s'envoie des messages. Mais j'étais à l'opposé. Tu vois, je disais à mes copines, je comprends pas à quoi ça sert, pourquoi, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà, super, très paradoxal, la nana. Et voilà, et Juju Fit 4, bonjour. Et non, et en vrai, c'est vrai que j'étais vraiment aux antipodes un peu par rapport à tout ça. Et en fait, j'ai créé Instagram pour vraiment me sortir notamment de l'anorexie et trouver du réconfort auprès de personnes qui partageaient, voilà, autour du sport, de la nutrition et tout et tout. Et du coup, mine de rien, il y a un truc un peu qui se mélange dans le sens où tu te construis un peu aussi à travers d'un réseau social. C'est-à-dire que je me suis construite, bien évidemment, largement en dehors de ce réseau. Et j'espère être assez forte pour continuer à vivre aussi en dehors, tu vois, de ce réseau. Mais mine de rien, Instagram, je dis souvent, c'est mon bébé. Tu vois, c'est mon réseau où c'est le réseau, on va dire, où tout peut m'affecter le plus. Ça va plus facilement m'affecter si les stats ne suivent pas sur Instagram que sur les autres réseaux. Intéressant. Et parce que je pense que, voilà, je me suis reconstruite avec ce réseau-là et j'ai l'impression que quand ça marche moins sur ce réseau, c'est comme si ma propre personne avait moins de valeur. D'accord. Est-ce que c'est par rapport au côté où c'est plus spontané, où tu fais des stories, tu as des stats instantanés, et quand tu fais des stories, c'est vraiment « voici ma vie ». Et là, tu as tout de suite une note en termes de combien de vues tu fais par rapport à combien. C'est « Ah ma vie pue la merde en ce moment, ça n'intéresse personne apparemment ». Peut-être tu te sens plus affecté à ce niveau-là. Je me demande parce que la plupart, j'ai l'impression, sont plus affectés par YouTube, la compétition que les autres, etc. Ouais, mon chéri, le premier, ça va être plus YouTube. Pour lui, moi aussi, vois. justement. Ouais. Moi, c'est plus et YouTube. Moi, du coup, comme j'ai vraiment construit Instagram en premier, que c'est là où j'ai passé le plus de temps, que c'est mon réseau préféré, que je pense m'être un peu construite en quelque sorte un peu dessus, reconstruite un peu dessus, ça va être le réseau qui va le plus m'affecter. Je vais plus facilement me dire, bon, cette vidéo YouTube-là a un peu moins marché,
c'est pas grave. Comment tu vis un 10 sur 10 sur YouTube? Comment je vis? Je trouve que Je pose juste ça... le contexte pour ceux Bien qui sûr. ne connaissent pas. Quand on publie une vidéo sur YouTube, YouTube va la comparer aux 10 dernières vidéos qu'on a faites pour nous dire, OK, après 3 heures, toutes tes autres vidéos avaient été mieux parties que celle-là. Donc cette vidéo, elle est 10 sur 10. C'est la 10e pire vidéo que tu as faite. Ouais. Et donc, c'est pas bon signe. C'est en mode, OK, ça dur. fais la paperasse, c'est la clé sous la porte bientôt. Ouais, je trouve ce système de notation YouTube pas fou, en vrai de vrai. Alors, certains qui sont dans d'autres métiers que YouTube pourraient très bien dire oui, mais vous savez, c'est comme nous au travail, des fois, nos patrons, ils sont contents, pas contents. Donc, je suis d'accord qu'on pourrait se dire ça, mais à la rigueur, je préfère avoir les retours de ma communauté. Je préfère que ma communauté me dise pourquoi cette vidéo a moins plu, parce que je sais que ça va être bienveillant, etc. Que tu sais, de manger le bon vieux 10 sur 10 dans la tronche de YouTube, où tu as zéro explication. Et en plus, les gens qui la regardent, par contre, ils sont hyper positifs. Du coup, tu sais pas vraiment pourquoi les gens qui regardent pas n'ont pas aimé. Et puis, en fait, aujourd'hui, ça dépend tellement d'autres choses que juste les gens qui n'ont pas vu, on le sait. Quand on en parle avec les gens qui travaillent chez YouTube, chez Instagram et tout, ça dépend d'algorithmes, ça dépend de plein de choses. Et des fois, en plus même, c'est pas le contenu de ta vidéo qui n'est pas bien, donc c'est pas parce que ta vidéo n'était pas bien qu'elle est en 10 sur 10, c'est parce que potentiellement à ce moment-là, t'as juste pas bien géré ton titre ou t'as juste pas bien géré ta miniature. C'est super important. Et voilà, et en fait, parfois, des fois, comme tout le monde, on fait moins bien, et donc en fait, ton contenu, il est tout aussi bien, voire peut-être même mieux que la vidéo d'avant. Et donc dans ta tête, c'est un 1 sur 10 parce que tu sais que le contenu, il en vaut la peine. Mais merde, c'est une vidéo qui tient là, à cœur. Là, t'as pas géré, quoi. Genre, ton titre et ta miniature, ça ne va pas. Et du coup, il y a ça. Et donc, j'essaie de me détacher de ça aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est ta relation avec ça. Effectivement, comment est-ce que tu arrives à vivre dans ta tête et dans ce monde où tout est mesuré, comparé? Tu vois, par exemple, ma vidéo sur la dépression de l'enfant, c'est un 7 sur 10. Voilà, je donne l'exemple, c'est un 7 sur 10. Pas mal. Donc, voilà. Ça va. Mais dans ma tête, c'est un 1 sur 10 parce que quand je regarde les commentaires qu'il y a sous cette vidéo, quand je regarde à quel point j'ai des commentaires de médecins, de psychologues, de gens qui travaillent dans le milieu des enfants, de parents, d'enfants qui écrivent des pavés sous la vidéo parce qu'ils se sont reconnus, parce qu'ils ont été touchés, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que. Mais je me dis, en fait, cette vidéo-là, vu l'impact qu'elle a, c'est un 1 sur 10. Donc, OK, oui, elle a fait 300 000 et quelques vues, elle n'a pas fait les 1 million ou les 10 millions d'un Yes Man Challenge, mais j'ai apporté beaucoup plus avec une vidéo sur la dépression de l'enfant. Alors oui, j'ai apporté du rire avec un Yes Man Challenge et je regrette pas ces vidéos-là, je les adore aussi. Il faut de tout, tu vois. Et je suis très contente de faire un Yes Man Challenge et je suis très contente de faire une vidéo sur la dépression de l'enfant. Ça n'a rien à voir, mais je prends du kiff dans les deux. Mais pour moi, c'est un 1 sur 10 parce que ce qu'elle a apporté, ça vaut tout l'or du monde, tu vois, si on doit parler avec des expressions qu'on connaît tous. Donc, je sais qu'elle a aidé, je sais qu'elle a fait du bien et je sais qu'elle continuera à en faire parce qu'elle va peut-être monter moins vite en vue, mais elle continuera d'être diffusée et elle continuera de faire du bien. Et donc, du coup, voilà, j'essaye des fois de le voir comme ça. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où je suis pas en mode putain, 10 sur 10 et je suis deg et je me dis, mais attends, j'ai pas fait comme une ouf et ça suit pas parce que c'est humain et que voilà, Bien sûr. on n'arrive pas toujours à avoir le recul qu'il faut. Mais voilà, j'essaye par moment de me dire, OK, mais attends, le sujet là, il te tenait à cœur, il y a un vrai truc de fond. Donc en fait, les gens à qui cette vidéo, elle a parlé, elle a fait écho, j'ai tout gagné. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir quelqu'un qui fait le même métier que moi. Alors parfois, c'est dur aussi, on va pas se mentir, mais de faire le même métier, parfois ça permet aussi de relativiser. Et donc quand t'as l'autre parfois qui te dit, écoute, t'inquiète pas, oui, cette vidéo-là, elle a un peu moins marché. On continue, on passe à la suivante. C'est pas grave. On sait très bien, la semaine prochaine, à tout moment, celle-là, on le sait, elle marchera mieux. Et en fait, voilà, c'est essayer de se dire que dans tous les cas, en fait, la vérité, c'est que c'est un travail comme un autre et qu'on n'est pas parfait et qu'on peut pas faire une carrière tout le temps comme ça où tout est nickel. On a regardé un reportage avec Thibaut sur la carrière de Johnny. Ah Johnny, il a pas fait comme ça, le gars. Hein. Ça a été wouhou. Et non mais voilà. Mais bon, la vérité c'est que aujourd'hui Johnny quoi. Hein. On en parle encore. Il est dans le cœur de tout le monde. Enfin en tout cas de beaucoup. Et voilà. Et donc du coup tu te dis en fait faut voir vraiment sur le long terme et se dire que il y a des moments où ça va un peu moins marcher, mais c'est des moments aussi où on se remet en question. Et c'est ça aussi le piège parce que des fois les réseaux t'aurais tendance à te remettre trop en question. Donc, il faut réussir à prendre suffisamment de recul pour se dire « Attends, non, mon travail ne mérite pas tout le temps d'être remis en question. » Mais par moment, quand il y a un enchaînement peut-être un peu trop long de vidéos qui marchent moins ou de stats qui marchent moins, etc., ça peut être des fois des moments où, en fait, du coup, tu multiplies un peu ta créativité. Moi, je sais que c'est tout bête, mais tu vois, sur la fin d'année 2021, je sentais que les vidéos, on était sur des stats plus lentes, pourtant sur des thématiques qui me semblaient quand même chouettes, qui à l'époque plaisaient beaucoup. Mais là, peut-être il y avait besoin d'un second souffle. Ça faisait trop longtemps que je faisais ces thématiques-là.
Et bah, du coup, le Balance ton frigo est arrivé. Et en Nouveau fait, tu concept, vois, bah, voilà, et Balance ton frigo a donné un nouveau souffle, a engagé une nouvelle communauté, a même engagé une communauté de personnes qui, à la base, ne m'apprécient pas forcément, ne regardent pas forcément mon contenu. Là, tu as Et invité en pas mal fait, de gens sur ta sont chaîne aussi, hyper du coup. curieux, voilà, tu vois, du Mm. Balance ton frigo. Donc, ouais, tu vois, je me dis, voilà, il y a du positif et du négatif à ces moments de moins, mais dans tous les cas, il faut se dire qu'une carrière, c'est sur le long terme. Et bah, comme dans tous les boulots, en fait, on peut pas faire toujours du 10 sur 10, on peut pas, enfin du 1 sur 10 du coup, en l'occurrence pour nous, mais bon, sinon 10 sur 10 parce que c'est le top au niveau des notations d'école. Ouais. Mais voilà, on peut pas avoir que des A, Ouais. tu vois. Et Et donc, il faut se dire que bah, comme un patron parfois ne serait pas content de toi, bah, parfois la plateforme YouTube n'est pas ouais. d'accord et voilà. C'est pas évident pour beaucoup de créateurs de contenu, je pense, notamment au début, quand tu commences. Alors, quand tu commences, il faut que ça marche, sinon tu manges pas, etc., etc. Mm. Et au bout d'un moment, si tu peux avoir un peu cette... Parce qu'il y a un peu ce paradoxe entre ce combat intérieur entre je fais des vidéos qui me plaisent vraiment moi, qui Oui. m'enrichissent moi, Oui. qui vont enrichir d'autres personnes, et Faut faire des ouais, vues. mais je peux faire 300 000 ou 10 millions. Ouais. Qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais 10 millions, généralement, quand tu parles de sujets profonds, c'est pas pareil. Donc, moi, je trouve ça beau. Et, moi, ça me plaît beaucoup parce que j'aime penser que ça a beaucoup de valeur de justement réussir à ne pas être obnubilé par les chiffres, parce que c'est vrai que ce qui fait le plus de chiffres, généralement, touche différents sujets qui ne seraient pas des sujets plus intimes ou qui toucheront moins de gens, mais les toucheront plus en profondeur Ouais, et c'est pourront pour les aider un ça. petit peu Faut plus. essayer de trouver Il faut être juste milieu, un mais c'est pas équilibre. évident. C'est hein. ça. C'est pas évident. C'est des remises en question tout le temps. Et moi, la première, hein, je me remets beaucoup en question. Il y a des fois où les stats, comme tout le monde, bah, comme beaucoup de créateurs de contenu, je les vis pas bien. C'est pas évident. Des Tous passés fois, par là. exactement, de voir ces stats qui vont moins bien que d'habitude, etc. Mais bon, voilà, dans ces moments-là, il y a toujours un petit moment un peu dur, puis il faut essayer de passer le cap, de continuer. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un métier où bah ouais, en fait, littéralement, un petit truc de cette taille-là Tu vas être jugé dirige directement. littéralement nos humeurs, quoi. Ouais. Tu disais avant que tu préférais avoir une vision long terme là-dessus plutôt que de te dire ok, ça marche pas bien aujourd'hui, mais je vois long terme. Long terme, ça fera comme Johnny, c'est des hauts et des bas, et puis on espère que ça a une pente ascendante Ouais. moyenne. Et du coup, tu réussis aujourd'hui à te projeter sur le long terme là-dedans, sans te dire, parce que j'ai aussi rencontré différents créateurs ou différents, mais c'est dans n'importe quel milieu, certaines personnes qui te diront, ok, là, j'ai le vent dans le dos, c'est maintenant que ça marche, il faut que je bastonne, il faut que je capitalise dessus Ok. à court terme, parce que, à nouveau, je ne sais pas de quoi demain est fait, et il faut que je gagne mon pain, que je tire mon billet, que j'en Ouais. sais rien, à ce niveau-là. Toi, tu te projettes à long terme là-dedans. Alors, c'est une question, moi-même, on me la pose. Enfin, je ne vais pas te demander où tu te vois dans 5 ans, Oui. tu vois. Mais tu vois un petit peu le truc. Est-ce que pour toi, YouTube, c'est une fin en soi? Est-ce que tu vois ça un peu comme Pour le un coup, potentiel tremplin ou... pour le coup, oui, je me projette à long terme, en tout cas suffisamment long terme, on va dire, dans ce milieu, dans ce métier, avec des évolutions. Je dis pas que dans 15 ans, je serai encore que sur YouTube. Tu vois, c'est sûr que Oui, tu as fait plein de choses. si Tu as ça écrit peut, des livres, voilà, tu te si ça peut diversifies évoluer, aussi. que ce soit d'un point de vue livre, continuer à évoluer, ou même si ça peut basculer plutôt sur de la télé, ou tu vois, bah, c'est sûr que c'est des choses qui me plairaient Ok. et qui seraient, je pense, une belle évolution. Je sais pas, des fois je me dis, est-ce que c'est vrai? Je me dis peut-être qu'en télé, j'aurais l'impression d'être un peu plus en tant que personne protégée, tu sais, qu'il y ait encore Ah oui, plus d'espace entre la personne de la télé et moi, tu vois. Ah bah oui. Parce qu'il y a quelque chose quand même que je dis pas beaucoup, mais qui est très vrai. Je gère très mal la négativité des gens. Ouais. Et la méchanceté gratuite, je la gère vraiment pas bien. Et j'en ai parlé récemment en story parce que là, pour pas cacher, ça faisait 2 semaines que j'étais très peu présente en Ouais. dehors de ma sortie de vidéo YouTube par semaine. Je devais poster 1 fois par semaine sur Instagram et je devais poster une story 1 fois de temps en temps pour dire « Yeah, je suis toujours là, coucou !» Mais bon, Si jamais. voilà, j'étais pas très très présente et parce que voilà, je gère vraiment pas très bien la négativité et la méchanceté gratuite. Et pourtant, j'en reçois pas beaucoup en vrai, tu vois. J'ai quand même la chance d'avoir une communauté à 99% qui est super positive. Mais voilà, je gère pas ça bien. Je gère pas ça bien non plus quand ça touche mon chéri. Ah bah, tu m'étonnes. Je gère ça même encore plus mal que quand ça me touche moi. Mm. J'ai beaucoup de mal à
à ce qu'on dise du mal de la personne qui partage ma vie. Surtout que la personne qui partage ma vie, je l'ai au quotidien, 24 heures sur 24 avec moi et que je sais qui elle est, je sais ce qu'elle vaut, je connais ses valeurs. Et voilà, et je sais tout le bien qu'en pensent les gens qui nous rencontrent dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le boulot ou dans le perso, etc. Donc voilà, je sais, comme tu dis, voilà, je sais ses valeurs et surtout, je sais qu'il ne porte pas de masque et qu'il est lui-même, tu vois. Quand je vois que d'autres peuvent être adulés et sont pas forcément toujours les meilleures personnes après dans le privé. Donc voilà, du coup, c'est vrai que j'ai du mal à gérer ça et je prends ça vite à cœur. Et du coup, il y a des moments où en fait, je me dis, comme je sais pas faire semblant, je me dis en fait autant que je sois pas sur les réseaux parce que pour apporter de la négativité, j'ai pas envie parce que les gens qui me suivent, je veux leur apporter de la positivité, je veux leur apporter des moments de bonheur et tout parce que je sais qu'ils vivent déjà des choses pas faciles forcément toujours dans leur quotidien. Donc pour moi, quand ils arrivent sur mes réseaux, c'est censé être la bouffée d'oxygène. Et donc tu vois, si en fait moi je suis pas bien, comme je sais pas faire semblant, je préfère dire ok. Les gars, vous n'allez pas me voir pendant quelques jours. Je suis désolée, mais si c'est pour que vous me voyez avec la tête boursouflée, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc ouais, c'est vrai que la haine gratuite des réseaux, j'ai un peu du mal. Et des fois, je me dis, est-ce que si j'étais en télé, je serais peut-être un peu plus protégée de ça? Je sais pas. À tout moment, j'ai tout faux sur toute la ligne. Mais ouais, en tout cas, c'est des évolutions qui me semblent possibles. Et en même temps, tu vois, il y a des moments où je me dis, à tout moment, mon évolution, c'est en fait de couper tous mes réseaux et d'aller à mes 40 ans ouvrir un petit café au Mexique toi pour aussi, vendre des ce genre de et faire du surf, tu vois. Life goals comme ça, un petit peu. Ouais, c'est paradoxal quand même. Il y a des fois où je me dis, à tout moment, c'est ça, en fait, la reconversion professionnelle de ma vie. Donc voilà, ce que je sais, c'est que le fait d'avoir tenté ma chance sur les réseaux, ça m'a aidé à avoir moins peur du lendemain. De, tu vois, me dire, à la base, j'étais faite vraiment pour une carrière en laboratoire, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, je fais un truc qui n'a rien à voir. Et du coup, je me dis, peut-être dans 20 ans, je ferai un truc qui n'aura rien à voir, mais c'est OK, tu vois. Apparemment, ça peut marcher aussi. Et ouais, et en fait, du coup, c'est pour ça, j'essaye de voir ça un peu comme ça et de prendre un peu du recul. Je pense qu'il faut quand même réussir, je sais pas si j'en suis capable encore aujourd'hui, à mettre aussi un peu son ego de côté parce que c'est pas facile quand tu es sur les réseaux, que tu as autant de personnes qui suivent ton quotidien et tout, etc. De se dire, est-ce qu'un jour j'accepterai le fait que potentiellement je sois OK avec le fait qu'on ne me connaisse plus. Avec moins. Que ouais, voilà, j'ai moins, on me connaît moins, ou voire ça y est, tu vois, j'ai laissé la place et je fais quelque chose qui n'a plus rien à voir à l'autre bout du monde et du coup, on me connaît pas du tout et juste... Et je sais pas, encore aujourd'hui, tu vas te dire est-ce que j'en suis capable ou pas, est-ce que j'en aurai envie un jour ou pas aussi, vraiment à 100%, je sais pas. Mais du coup, je pense aussi que je suis vachement aujourd'hui dans cette dynamique de au jour le jour, tu vois. Chaque pas après l'autre, étape par étape, parce que je suis quelqu'un qui suis... En fait, j'anticipe de façon beaucoup trop anxieuse le futur. D'accord. Et du coup, j'essaye maintenant beaucoup plus de me dire, OK, au jour le jour. Parce que sinon, en fait, quand je me mets à trop... Et pourtant, ça va pas forcément dans le sens de ce que plein de gens disent. Il faut avoir des objectifs, il faut penser au long terme, il faut. Mais je pense que c'est très dépendant du tempérament de chacun. Et qu'il faut trouver en réalité ce qui marche pour vous. Et moi, je suis quelqu'un qui anticipe de façon beaucoup trop anxieuse ce qui peut arriver dans 10 ans. Et donc, du coup, je me dis à un moment donné, il s'agirait déjà de vivre ce que je vis actuellement et d'en profiter et de le vivre bien, que de vouloir toujours me dire et dans 10 ans, et dans 15 ans, et dans 20 ans. Parce qu'en fait, à force de réfléchir tout le temps comme ça aussi, tu vis jamais le moment présent. Et à un moment donné, le moment présent, actuellement, il est chouette. Et donc, autant profiter de ce moment chouette actuellement, d'avoir une communauté géniale derrière moi et de pouvoir faire des projets super cool. Et si demain, c'est différent, au moment voulu, on vivra les choses comme on doit les vivre. Et voilà, du coup, j'essaie d'être de plus en plus dans ce mindset-là, petit à petit, tu vois, et je pense que ça peut me faire que du bien. C'est pas toujours évident de garder, à la fois, regarder l'horizon mais pas trop loin, Ouais, et quand même vivre aujourd'hui, c'est parce qu'il dur, n'y a que maintenant qu'on peut vivre les choses. Et oui. Dans 10 ans, tu peux pas vivre il y a 10 ans ou dans 10 ans, tu peux que vivre maintenant, là, tout de suite. Ouais. Là, tout de suite, je suis en train de toucher ce canapé, c'est le fauteuil Et ouais, on dans, est bien, tu dans vois, la salle dans ce du temple. fauteuil. Il y a Thibaut en train de travailler là, je suis en train de parler avec Juju, c'est que je kiffe de ouf, c'est trop stylé. Enfin bref, ça c'est mon petit... Ça me fait plaisir là. Je sais pas, tu m'as balancé ça, je me suis dit, tiens, je me suis reconnecté avec moi-même, je me suis dit, tiens, je sens mon t-shirt sur moi là. Non, mais c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, on est quand même aussi beaucoup dans ces discours-là et même dans le développement personnel, tu vois. Et c'est bien, mais on est beaucoup dans ces discours de toujours les objectifs, les petits, à moyen, à long terme. C'est important aussi, bien sûr. Mais... Voilà, bien faire tout par étapes et tout. Et évidemment, c'est important parce qu'il faut savoir où on va. Mais il faut pas non plus être que tête baissée là-dedans.
parce que sinon tu passes à côté de tout ce que tu vis aussi. Et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est hyper difficile de trouver le juste milieu, mais il est hyper important à trouver, parce qu'il faut pas être que en mode voilà, au jour le jour, et puis parce que ça peut être aussi parfois difficile si à un moment donné tu tombes de haut, mais à être trop dans le demain. Ouais, mais est-ce que ce que je vis pas là, c'est cool aussi? Mais prenons le temps de le savourer, en fait. Parce que des fois, tu as aussi ce côté-là, ce discours-là. Je sais que mon chéri est un peu comme ça là-dessus, et je peux comprendre aussi, parce qu'il s'est fait tout seul depuis ses débuts sur les réseaux. Et donc, je peux comprendre que tu sois dans ce discours-là. Il est beaucoup dans le je prépare le futur. J'anticipe pour être sûr que dans le futur, on soit sécure. Et c'est une très bonne façon de fonctionner aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut vivre aussi les instants qu'on vit maintenant, parce qu'on ne les revivra jamais. Et que ce qu'on vit à 27 ans, si on a envie de les vivre à 60 ans, on ne les vivra pas du tout de la même façon. Ou on ne pourra plus. Donc voilà, il ne faut pas oublier que chaque âge a aussi ses moments chouettes et qu'il faut les vivre à l'instant T. Ouais. C'est marrant parce que justement, tu as parlé de ces derniers jours où tu n'étais pas trop présente, tu n'étais manifestement pas dans le meilleur espace mental. Tu en avais fait une story, justement, c'était la question d'après que je voulais remonter à toi. Tu en as parlé un petit peu. Et est-ce que justement, ça rappelle un petit peu ce paradoxe que moi je ressens parfois, souvent, qui est en fait, plus j'avance, plus je travaille un peu dans mes trucs et plus je me dis, putain, couper les réseaux, ça fait quand même vachement du bien. Puis après tu te dis, mais en fait, couper les réseaux, ça fait du bien. J'ai envie de faire du bien aux gens. Donc il faut que je leur dise de couper les réseaux. Mais en fait, mon métier, c'est de leur faire... Mon métier, c'est de leur faire consommer des trucs, consommer du contenu. Mon métier, c'est de leur pomper leur temps, la vérité. Comment est-ce que tu dis les choses comme elles sont. Tu vois le paradoxe un peu dans la tête que ça crée un créateur de contenu où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais? J'avais Comment est-ce que je cautionne un petit peu C'est très difficile parce que, encore une fois, comme tu dis, je disais un peu ce week-end, je dis, il y a une part de moi où je me rends compte que des fois, quand je coupe les réseaux, ça me fait du bien. Et j'ai fait il n'y a pas longtemps un réel là-dessus où je disais aux gens, en fait, genre, vivez un peu la tête hors de vos écrans parce qu'il y a plein de belles choses à vivre. Et on m'a dit, mais Justine, c'est hyper paradoxal, en fait. T'es créatrice de contenu, à quel moment tu nous dis ça? Mais c'est pas grave, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit de vous le dire. Ça veut pas dire que j'aime pas mon métier, ça veut pas dire que je vais l'arrêter, mais ça veut pas dire que je peux pas non plus vous faire prendre conscience de certaines choses. Et en fait, du coup, c'était la discussion qu'on a avec mon papa de, ok, mon métier, c'est de faire en sorte que vous regardiez mes contenus et que vous passiez du temps à peut-être commenter mes contenus, à interagir avec moi et tout. Mais je peux vous faire passer des messages cool à travers ces contenus. Et donc, tu vois, je pense que justement, c'est toujours pareil. Il y a un équilibre à trouver de, oui, notre métier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens regardent nos contenus et passent du temps à regarder nos contenus. Mais justement, on peut faire en sorte que ce temps-là soit bénéfique aussi pour eux. Donc, comme tu disais, à travers des expériences de vie. Donc, après, toujours pareil, trouver aussi l'équilibre avec le fait qu'il faut qu'on fasse des vues parce qu'il faut qu'on vive de ce métier-là. Donc, voilà, se dire que parfois, tu fais des vidéos plus légères parce que tu vas les faire rigoler. Et potentiellement, les gens ont besoin de rire. Beaucoup de gens ont besoin de rire. Aujourd'hui, voilà. Donc, dans tous les cas, tu leur fais pas du mal en les faisant rigoler. Et puis parfois, tu vas faire des vidéos plus profondes où tu vas parler d'expérience de vie. Donc finalement, peut-être que tu vas faire connecter des choses à l'intérieur de leur tête qui vont leur faire du bien. Et donc voilà, c'est trouver ce juste milieu de... Je pense que les gars, c'est OK. Des fois, je leur dis, même si vous n'avez pas de temps à me regarder dans la journée, il n'y a pas de souci. Faites-le au pire juste quand vous êtes aux toilettes. Genre, je ne me vexerai pas. Si vous me regardez dans les toilettes, il n'y a pas de souci. Parce qu'au moins, tu vois, dans les autres moments de la journée, vous vivez votre vie, vous faites des trucs de la vraie vie. Puis après, nous, on se dit coucou pendant la pause de chiottes. Il n'y a pas de problème. Moi, j'adhère à cette solution. Mais oui, voilà, c'est vrai que c'est tout le paradoxe, c'est tout l'équilibre à trouver. Et pour revenir sur ce que tu as mentionné avant, sur ta potentielle crise de la quarantaine, où on fout tout, on laisse tout fout le camp, on se barre sur une plage, on ouvre un petit surf shop, on boit de la noix de coco, on a des t-shirts troués qu'on change jamais, on se lave plus et tout. Moi, je t'avoue, c'est le genre de petit kiff que j'aime bien, mais d'un autre côté, il y a un peu je ressens un peu un automatrixage de ma part en mode, en fait... En tant qu'être humain, généralement, on n'a pas envie de se sentir autrement qu'en amélioration, en progression un petit peu. Et est-ce qu'on n'a pas envie de toujours un petit peu plus? Et à quel moment est-ce qu'on se dit « Ah, mais... » Ouais, mais est-ce que des fois, revenir à des choses plus simples, c'est pas progresser aussi? C'est une façon de réussir à le voir. Mais comme tu l'as dit, c'est difficile à un moment donné de te dire « En fait, je peux faire ça, mais si je fais ça, il faut que j'accepte le fait que les gens vont m'oublier. » En quelque sorte, il faut que j'accepte le fait que j'avais une certaine habitude, un certain standing, un certain niveau de vie, quel qu'il soit, c'est-à-dire les gens me reconnaissent, je gagne tant, je peux faire ci ou ça. Il
faut que j'accepte peut-être d'avoir moins et que tout le monde autour de moi voit que ça soit moins, Ouais. mais que je sois quand même en paix avec ça. Ah, je pense que c'est un gros travail. C'est pour ça que je te disais que là, je peux pas te dire aujourd'hui, est-ce que j'en suis vraiment capable, est-ce que je le vivrais vraiment bien, etc., etc. Je pense que c'est un très T'inquiète, gros j'ai pas la travail. réponse non plus. Et non, mais voilà, je pense que très peu de créateurs de contenu ont la réponse. Il n'y a pas encore assez Mais pour d'années. le coup, je pense aujourd'hui qu'on voit la progression et la réussite un peu trop sur le plan. La progression, c'est des chiffres en fait. Voilà. Je progresse uniquement si mon chiffre d'affaires augmente, si mon statut dans une société augmente, si tu vas toujours plus haut. Mais parfois, la progression, en fait, c'est de réussir à avoir plus de temps pour soi. C'est de se reconnecter avec des gens qu'on avait délaissés parce qu'on travaillait tellement qu'on les voyait plus alors qu'ils nous faisaient du bien. C'est avoir le temps de faire du sport alors qu'on l'avait plus. Tu vois, des fois, la progression, elle est sur tellement d'autres choses que juste le côté hyper matériel, en fait, de notre Bien société. sûr, bien Hein, sûr. vraiment. Et le côté métrique, comparaison. Et je pense que c'est pas facile en tant qu'être humain de se le dire parce que la société veut qu'on pense que la progression, c'est uniquement des stats, des stats, des stats. Alors qu'en fait, c'est tellement d'autres choses, tellement d'autres épanouissements. Alors après, je te dis ça comme ça. Est-ce que vraiment, comme je te dis encore une fois, est-ce que je le vivrais bien si un jour ça doit arriver? Je ne sais pas. J'espère avoir le recul et la sagesse pour y arriver. Je travaille là-dessus pour me dire que si ça doit arriver, je peux, tu vois, le vivre bien. Mais ouais, je pense qu'il faut réussir à avoir une autre vision de la progression. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher de voir. Je peux voir la bague. Oui. Oh là là, elle est belle. Oui. Elle est belle. Tout en simplicité. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, tu es donc fiancée, j'ai l'impression. Fiancée, et un mariage se prévoit gentiment, j'imagine. Ouais. Et est-ce qu'il y a, vous posez la question gentiment là de comment ou quoi, ou vous allez voir? Là, on visite un domaine demain. Ah oui. Voilà. Ah oui, vois. ça c'est en recherche. Mon frère se marie l'année prochaine, donc Ok, trop j'ai eu bien. droit aux préparatifs de famille en Trop mode. bien. Alors, vous avez visité ci ou ça? Oui, non, ok, Ouais, c'est bien, ouais, c'est ouais. pas bien. Mais nous, on envisage pour 2024, tu vois, Ok. parce que, comme tu le sais, on est dans des métiers où on bouge beaucoup. Thibaut et moi, en plus, on fait des contenus très différents, etc. Donc, on est tout le temps à droite, à gauche. Donc, l'idée, comme on s'est dit, c'est que le mariage, c'est censé être un truc chouette à préparer. C'est pas censé être un stress, une pression, des moments désagréables. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'avec les métiers qu'on a et tout, on bouge beaucoup, autant se laisser 2 ans et préparer le truc tranquillement. Et que ce soit agréable à chaque fois. Que quand on se consacre un moment de notre week-end à dire là, on va faire ça aujourd'hui, par exemple, demain le domaine, et puis peut-être dans 2 semaines, ce sera la déco ou quoi. En fait, c'est un moment où on kiffe. On a le temps, et là, on kiffe que pour ça. Et du coup, voilà, ça va être tranquille dans 2 ans, histoire aussi d'avoir le temps de faire la liste, de mariage, tous les trucs. Mais voilà, ouais, tranquillou. Très, très cool. Ça va être. Vous avez l'intention. Vous n'allez pas faire un live pendant votre mariage, Non. on est bien d'accord, mais Non. vous allez garder ça en petit comité. Vous allez évidemment. Dans l'idée, on a envie d'être vraiment entouré des proches. Donc, plutôt petit comité. En fait, on s'est posé la question de si demain j'arrête les réseaux, qui continue à m'envoyer un message pour savoir si je vais bien? Très bonne question. Qui sera vraiment là le jour où les réseaux s'arrêtent pour moi? Qui sera là si à un moment donné, je me fais trash talk sur les réseaux? Qui prendra vraiment la peine de savoir si je vais bien? Qui m'enverra un message? Qui m'appellera au téléphone? Qui viendra passer du temps à la maison pour me réconforter? Ou tu vois, mais des questions vraiment existentielles, mais vraiment importantes en fait. Parce que quand tu te rends compte que finalement, oui, il y a sûrement beaucoup de personnes où ce sera pas ça, tu te dis en fait, on va revenir vraiment aux sources pour ce mariage et on va vraiment faire venir ceux où on sait que ils seront là quoi qu'il se passe. Et du coup, au final, et puis je pense aussi un peu, tu sais, ce besoin de se protéger de en fait, aujourd'hui, on est dans des métiers où, comme tu disais, on est beaucoup reconnus et c'est génial parce qu'on a des communautés adorables. Mais donc, du coup, tu sais, dans des moments aussi privés, intimes, tu as besoin de te reconnecter aux proches qui ont toujours été là, même avant que tu sois Juju Fitcat ou Thibaut InShape. Dont la relation n'a pas vraiment été influencée par ça. Exactement. Et en fait, du coup, tu vois, ce ne sera pas un mariage avec des centaines et des centaines de personnes, mais ça nous va bien. Et comme je disais à Thibaut, si à un moment donné, on a envie de célébrer ça avec les copains de YouTube qui sont moins proches, mais qu'on apprécie quand même, et on peut très bien louer une salle, on décore une salle et on fait une fête, tu vois, genre juste une fête pour célébrer le mariage en mode on n'a pas toute la partie mairie, cérémonie, église ou pas etc. église, cérémonie laïque, etc. Voilà, on est plus sur la partie là on fête le truc avec les copains du YouTube parce que c'est cool, mais pour la partie vraiment très intime que représente un mariage et très sacrée que représente un mariage, là on a vraiment envie d'être sur les bases et les personnes vraiment, vraiment noyau dur, quoi. Ouais.
Et tu l'as mentionné, c'est un point qui, moi, m'interpelle un petit peu et je me pose un peu la question vis-à-vis de vous, parce que avec Thibaut, vous êtes ensemble, vous allez vous marier. Bon, pour ceux qui en doutaient encore, c'est pas pour le buzz, là, Non, je parce crois. qu'il y a des gens On est quand d'accord? même Oui, qui non, ont mais alors là, commenté, mais là j'en n'en pouvais parlons plus. pas, n'en parlons pas, parce On que a vu un là, commentaire sous la vidéo YouTube où on annonçait qu'on allait se ouais. marier de quelqu'un qui disait: mais vous vous rendez compte comment doit vivre ça, le vrai copain de Juju et la vraie chérie de Thibaut, comment ils arrivent à encaisser un C'est truc pour le pareil. travail, chérie. Tu J'étais sais, là, je me marie, waouh. mais Je me suis dit, t'inquiète, il y a c'est faux. vraiment des gens qui Oui. pensent encore ça. Bon. Là, franchement, je sais plus quoi dire, moi, je sais plus quoi faire. Ça Je devient dis, un s'il y a encore des niveau- gens qui pensent qu'on est vraiment pas en couple, franchement, ben, grand bien vous fasse. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais preuve Ah en non. est que vous attirez beaucoup de commentaires, de curiosité, vous avez une sacrée notoriété sur la francophonie, quelque chose d'impressionnant. Comment est-ce que vous vous projetez dans votre vie, en fait, à ce niveau? Parce que moi, je me pose ce genre de questions. Je peux sortir de chez moi, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais vous arrivez à vivre ici, vous arrivez à sortir, vous arrivez à avoir une vie à peu près normale? Moi, je me prive pas parce que en fait, j'ai pas envie de m'empêcher de sortir parce qu'on va me reconnaître. Ouais. Les gens sont toujours gentils. En plus, enfin, pour le coup, Oui. dans la rue, on n'a jamais eu affaire à des gens négatifs. Donc, Bien sûr. les gens sont tout le temps adorables. Donc, en fait, bah oui, je sais que quand je vais sortir, me balader en ville et tout, je vais faire des photos, etc. Mais bon, c'est pas grave. Quand je suis avec quelqu'un, les gens ont un peu plus de retenue parce que surtout quand c'est pas Thibaut, quand c'est Oui, bien quelqu'un de la famille ou quand c'est une amie, etc. Les gens sont un peu plus dans la retenue de bon, bah, elle est avec quelqu'un, elle a l'air de vivre un moment un peu genre proche, intime et tout, on va peut-être voilà, la laisser un peu tranquille. Après, quand on sort tous les deux, c'est là où c'est un peu plus difficile parce que à deux, que nous deux, bah, en fait, il n'y a pas tellement de limites. Donc les gens sont toujours adorables. C'est vrai que c'est pas forcément toujours facile parce que bah comme tout le monde en fait, comme je disais, des fois on vit des moments difficiles, des fois on est juste pas dans le mood, Pas envie. des fois on est juste fatigué, et pour autant bah faut garder le sourire et faut donner toujours la même énergie C'est à normal. tout le monde et donc bah on le fait parce que bah on est toujours heureux de rencontrer les gens qui nous suivent et puis c'est quelque part aussi notre devoir, notre travail de le faire. Mais des fois, bah oui, comme tout être humain, on aimerait juste faire la gueule. On aimerait juste être en mode, bah là, aujourd'hui, je suis pas dans le mood, et puis c'est tout. Mais ben voilà, il faut continuer à donner de ta personne, en fait, 7 jours sur 7. Donc, des fois, c'est sûr que bah, quand c'est dimanche et que t'as des gens qui viennent sonner chez toi le dimanche ou qui viennent crier ton nom à la fenêtre ou bah là, t'es en mode, les gars, c'est dimanche, genre, est-ce qu'on peut pas avoir un petit off dans la semaine? Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile et mon chéri, lui, pour le coup, se prive beaucoup plus de sortir que moi parce qu'il a une notoriété encore autre que la mienne. Et donc, bon, lui, voilà, il vit un peu en autarcie à la maison, tu vois, dans son donjon. Et voilà. Non, mais vraiment, c'est ma petite princesse. Oui, c'est vrai. Et voilà, mais du coup, en fait, les gens sont toujours gentils. C'est juste que ce qu'il faut se dire, et c'est jamais méchant quand tu me dis ça, c'est juste qu'en fait, humainement, des fois, t'aimerais juste être en mode bah, faire ta petite vie incognito, quoi. En fait, tu vois. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous nourrissez peut-être un fantasme ou des envies? Parce que mariage, alors évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que mariage, c'est souvent connoté avec famille, avec avoir des enfants éventuellement. D'après ce que j'ai cru comprendre, Dans mon cas, pas Thibaut trop. est plutôt chaud, toi un petit peu moins. Ça vous regarde évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que fonder une famille ici, moi j'étais avec ma famille, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de l'avoir dans les conditions dans lesquelles moi j'ai eu, avec une maison, un jardin, et puis moi j'amène mes enfants à l'école et tout, et que ça se passe bien et tout ça. Et c'est vrai que bah, pour vous, quand je vois où vous en êtes et quand je vois où vous vous dirigez aussi, ça semble plus compliqué d'avoir une vie de famille normale en France, en tout cas. Et Ouais. vous vous projetez, parce que on en a parlé un petit peu en off juste avant, quand vous allez à l'étranger, il y a quand même un souffle nouveau. Oui. Vous pouvez sortir, aller dans les restaurants à Barcelone. Vous êtes allé en boîte de nuit. Ouais. Personne vous a embêté, j'imagine. Embêté. Vous avez pu avoir une vie normale un petit peu. Oui. Bah, c'est vrai C'est que quelque chose qui vous donne envie? moi, depuis très longtemps, en fait, moi j'ai vécu au Canada, donc vivre à l'étranger, c'est quelque chose que je connais et que j'adore. Ouais. Donc moi, Thibaut me dit demain, on prend un avion pour Montréal, on part vivre là-bas. Je pense, C'est vrai? rêve de ma vie. Ah bah, Ouais. si j'avais pas rencontré Thibaut, je serais repartie vivre là-bas depuis, belle lurette. Ok. Ouais, je me suis jamais sentie aussi bien quelque part. C'est ce que je disais à Thibaut, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions. On te dit souvent, à partir du moment où tu as les bonnes personnes autour de toi,
tu es chez toi. Et puis, il y a une autre phrase qui te dit, quand tu as trouvé l'endroit où tu es bien, c'est là que tu dois vivre. En vrai, dans les citations, il y a toujours tout et son contraire. Ça se regroupe. Donc, tu sais, c'est comme les contraires s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. Exactement. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, il n'y a pas de règle. Mais ouais, moi, c'est vrai que l'étranger, ça me ferait envie. C'est vrai que, ouais, je pense que dans un futur proche, c'est quelque chose qui me ferait envie. Thibaut, c'était quelqu'un qui se voyait pas du tout partir à l'étranger, s'éloigner de sa famille, etc. Comme je dis, après, nous, on se recrée notre famille aussi. Hein. On est un couple aujourd'hui, on se marie, etc. Donc, on se recrée quelque chose ensemble. Aujourd'hui, notre première famille, c'est nous deux, tu vois déjà. C'est fou de dire ça, mais oui, c'est vrai. Et donc, du coup, faut aussi faire les choses qu'on a envie de faire pour nous deux, pour notre couple déjà en priorité. Et tu vois, petit à petit, il se voit bien vivre à l'étranger pour justement se dire que, effectivement, en fait, il le voit quand on part en vacances. Tu vois, marcher dans la rue, main dans la main, être posé en terrasse, aller en boîte de nuit et tout, puis personne ne s'est quitté. C'est vrai que c'est hyper agréable. Et du coup, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'il apprécie et donc où il se dit pour ça pourrait être cool l'étranger. Donc, tu vois, le juste milieu, ce serait de se dire l'étranger pas trop loin, genre en Europe, tu vois. On s'est déjà dit que, voilà, potentiellement l'Espagne, on s'y sent bien, c'est à côté. Amsterdam, on aime beaucoup Amsterdam, donc pourquoi pas Amsterdam, donc tu vois, potentiellement l'étranger ça pourrait. Et l'autre jour il m'a même surpris où à un moment donné je disais ça un peu en mode utopie, genre tu sais, si un jour dans ma vie je peux vivre à Montréal, il m'a dit oui, ça s'organise. J'étais là, ouh là là, mais alors tu vas bientôt, dans un an, vous partez à ce rythme-là, dis donc. Je souris derrière. Que si on a un enfant. Thibaut, ça se fait pas, ce genre de compromis. Calme-toi. Il y a du compromis. Il n'y a pas de chantage comme ça, là. Mais, un fils versus Montréal, c'est ça, oui, d'accord. Un fils contre Montréal. Un fils à Montréal. Ça, c'est beau. Mais voilà, mais après, c'est vrai que, effectivement, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas du tout dans le mood enfant. Parce que c'est beaucoup demandé à une femme, mine de rien. Donc, et encore Thibaut, avec le corps, le rapport au corps, etc. Voilà, surtout en tant qu'ancienne anorexique, soyons très transparents. Voilà. Le rapport au corps d'une femme enceinte, quand tu as été anorexique, c'est très difficile. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui que j'envisage pas, quelque chose que Thibaut a envie de vivre et j'en suis consciente. Donc voilà, moi je sais que je dis pas jamais, on peut pas dire jamais, on sait pas de quoi demain est fait. Je sais pas s'il y a pas une expérience de vie un jour qui va me dire, en fait si, finalement c'est ce que je veux. Donc c'est pour ça que je suis très en mode, là je sais que c'est ce que je ne veux pas. Maintenant je sais pas ce que je voudrais demain. Donc voilà, mais dans tous les cas, effectivement, si un jour la question doit se poser de on veut un enfant, effectivement pour la tranquillité de l'enfant aussi, est-ce que l'étranger c'est pas mieux? Parce que tu vois, aujourd'hui nous par exemple, on sait un truc qui est sûr, dont on a déjà parlé, c'est que si on doit avoir un enfant un jour, tant qu'il n'est pas en mesure de comprendre, en fait, il n'y aura pas de photos de l'enfant sur les réseaux. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ou alors c'est flouté, ou alors c'est de dos, machin, mais pas de photos du visage de face. C'est notre choix, et tout le monde fait des choix différents, mais en tout cas, c'est le nôtre. Et du coup, t'es jamais à l'abri que nous, ça nous arrivait plein de fois de nous faire snapper de loin, exactement de nous faire filmer, etc. Parce que les gens ont envie de filmer des moments intimes. Donc quand je vois que les gens, des fois, ont envie de nous filmer juste parce qu'on va s'embrasser, bien sûr que les gens auront envie de filmer peut-être un bébé. Évidemment. Et donc, en fait, voilà, tu as envie de te dire, non, en fait, pour ma tranquillité d'esprit et celle de mon enfant, j'ai pas envie que quelqu'un vienne snapper à son insu. Ou même, je vais aller plus loin, l'éducation. Parlons-en. Moi, c'est déjà arrivé qu'enfant, je me fasse engueuler par mes parents au supermarché. Ça fait pas d'eux des mauvais parents. Oui, c'est vrai. Et imagine, je me retrouve à engueuler mon enfant au supermarché parce qu'il fait un caprice et que tu te retrouves filmé sur Twitter en mode « Juju Fit Cat, cette mauvaise mère, machin. Oh » Mais attendez, on a tous, tout parent, à un moment donné, dû piquer une colère contre son enfant parce que l'enfant n'écoutait pas, Mais sauf que, entre quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux et quelqu'un qui est sur les réseaux, en fait, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir à me poser de questions sur comment les gens vont juger l'éducation que je vais donner à mon enfant, tu vois. Donc, tout ça, c'est des choses où tu es obligé forcément de te poser la question. Ouais. Et je crois qu'on est pas mal. En tout cas, vous êtes très mignons ensemble. Ça fait très plaisir. Je suis sûr que vous ferez les meilleurs. Vous prendrez les meilleures décisions pour vous, que ce soit géographiquement, au niveau de la famille, au niveau des aspirations et des projets à venir. Vous êtes jeune, t'es jeune encore, t'as le temps. Oui, 27 ans. Jeune, purée. Tranquille, oh là là. C'est lui le vieux qui a eu ses 30 ans là. Quand on a 30 ans, vaguement on commence à se dire, j'ai 30 ans, mais c'est le début de la vie, 30 mais ans. Là, l'échauffement est terminé. 50 ans aussi, tout est le début de la vie tant qu'on le décide. 50, 60 ans devant nous pour
Mais pour oui, prendre le temps. bien Donc, sûr. un énorme plaisir pour moi d'avoir pu discuter. Mais pareil, c'était très agréable, Puis très discuter chouette. avec toi. Tous les réseaux de Juju sont évidemment dans la description de cette vidéo et de cet épisode. Allez regarder, je vais mettre les liens des vidéos dont on a parlé. Super. Et puis, c'était un énorme plaisir. Et à bien nouveau. pareil, Donc, partagez, merci c'était encore. très chouette. Merci à toi. À bientôt. Ciao.